Mon mari était gravement malade. Avant de sombrer dans le coma, il m'a demandé de mettre notre pavillon de 4 chambres en banlieue, évalué à 750 000 euros, au nom de ma mère et de garder le secret le plus absolu. Je lui ai obéi. Un mois plus tard, un événement m'a laissé complètement sous le choc. Je m'appelle Amélie et j'ai 32 ans. Si quelqu'un me demandait quel moment je retiendrais pour le reste de ma vie, je ne dirais pas le jour de mon mariage ni celui de la naissance de ma fille, mais cet après-midi-là, assise dans une chambre d'hôpital glacial, écoutant le bip monotone des machines en regardant mon mari dans le lit, le visage aussi pâle que celui de quelqu'un qui venait de survivre à une tempête dévastatrice. Jean, mon mari, gisait là. Il avait une perfusion au dos de la main et des électrodes de moniteur cardiaque collées sur la poitrine. Et de l'autre côté de la porte, les médecins préparaient les rapports pour une opération au cerveau qui me faisait trembler les jambes rien que d'en entendre parler. Pourtant, son regard était extraordinairement lucide. Il me regardait sans pleurer, sans se plaindre, me serrant simplement doucement la main, comme pour me rappeler de rester calme. Tout avait commencé une semaine plus tôt. Au début, Jean se plaignait seulement de maux de tête. Il disait que c'était sûrement le stress des derniers mois. Son entreprise de BTP avait beaucoup de commandes, et chaque soir, il veillait tard pour vérifier des documents. J'ai insisté pour qu'il aille voir un médecin, mais il l'a pris à la légère. Un simple mal de tête n'est rien, ma chérie. Une bonne nuit de sommeil et ça passera. Mais la douleur n'a pas cessé. Un jour, pendant que nous dînions, sa fourchette lui est tombée des mains, il s'est pris le front et a perdu toutes ses couleurs. Un autre jour, en sortant de la salle de bain, il a dû s'appuyer contre le mur, car sa vue s'est soudainement brouillée. J'ai commencé à avoir peur, mais ce qui m'a vraiment alarmée, c'est la nuit où Jean portait notre fille Chloé, que nous appelons notre petit trésor, à la maison. Elle riait, les bras autour du cou de son père, le suppliant de jouer à l'avion dans le salon. Jean avait à peine fait 2 tours que son corps s'est arrêté net. Avant que je puisse lui demander ce qui n'allait pas, il a trébuché, se tenant la tête d'une main et essayant de soutenir la petite de l'autre. J'ai couru pour attraper Chloé. Juste après, Jean s'est effondré sur le sol. Le bruit sourd de ses genoux contre le parquet m'a glacé le sang. Chloé a éclaté en sanglots, terrifiée. « Maman, qu'est-ce qui arrive à papa ?» Tremblante, j'ai composé le 15, répétant le nom de mon mari encore et encore. « Jean, tu m'entends? S'il te plaît, ne me fais pas peur. » À l'hôpital, après une batterie d'analyses de sang et de scanners cérébraux, le docteur Dubois m'a appelé dans son bureau. Il m'a regardé longuement avant de parler lentement. « Vous devez rester calme. Jean a une tumeur cérébrale maligne. L'emplacement est incroyablement dangereux. Si nous n'opérons pas rapidement, son état pourrait se détériorer très vite. » Je suis restée pétrifiée sur ma chaise, les oreilles bourdonnantes et une boule dans la gorge qui m'empêchait de respirer. J'ai demandé au médecin d'une voix qui me semblait rauque et étrangère. « Alors, s'il est opéré, il guérira ?» Le docteur Dubois est resté silencieux quelques secondes, puis a répondu. « Cette chirurgie comporte un risque très élevé. La famille doit être préparée à toute éventualité. » Avec cette seule phrase, j'ai senti tout mon monde s'écrouler. Je suis retournée dans la chambre en essayant de sécher mes larmes avant d'entrer, mais Jean m'a regardée et a su instantanément. Il a tendu faiblement la main vers moi. Je me suis assise à côté de lui sur le bord du lit, et avant que je puisse dire un mot, les larmes ont commencé à couler sans contrôle. Jean a souri légèrement, un sourire si pâle que ça faisait mal. « Tu es affreuse quand tu pleures, Amélie. » Je lui ai serré la main, retenant mes émotions. « Arrête de dire des bêtises. Tu vas t'en sortir. Le médecin est excellent, et puis nous avons Chloé. » Jean a regardé par la fenêtre, où la lumière tamisée de l'après-midi tombait sur le sol blanc et stérile, et a murmuré « Je n'ai pas peur de mourir. J'ai seulement peur que si je ne me réveille pas, il vous coince, toi et la petite. » Je suis restée glacée. Il n'a pas dit qui était « il », mais j'ai compris. Le pavillon de 750 000 euros dans lequel nous vivions était notre plus grand patrimoine. Il ne nous était pas tombé du ciel. Une partie provenait des économies que nous avions durement accumulées pendant des années. Une autre partie était l'apport que mes parents nous avaient offert. Le reste était un prêt immobilier considérable que nous remboursions religieusement ensemble chaque mois. Pour moi, c'était notre foyer, mais aux yeux de certaines personnes, c'était un butin très juteux. Ma belle-mère, Martine, n'avait jamais vraiment aimé Chloé. Elle ne la frappait pas ni ne lui criait dessus devant des inconnus, mais ses mots piquaient souvent comme des aiguilles. Une fois, lors d'un déjeuner dominical, Chloé a dit à sa grand-mère que quand elle serait grande, elle voudrait être médecin pour s'occuper de ses parents. Martine a seulement fait la grimace.
Les filles se marient et s'en vont. Cette maison devra finalement compter sur un petit-fils. Jean a frappé la table avec sa fourchette, le visage complètement sérieux. Mais pour maintenir la paix, il a seulement dit « Maman, ne dis pas des choses comme ça devant la petite. » Allongé sur son lit d'hôpital, Jean avait probablement tout envisagé. Il a tiré ma main pour me rapprocher. Sa voix était faible, mais chaque mot était clair. « S'il m'arrive quelque chose, ma mère ne te laissera pas tranquille. Ils diront que la maison appartient à leur fils. Ils affirmeront qu'elle doit rester dans la famille et te mettront la pression pour que tu leur donnes l'acte de propriété. Si tu cèdes, tu perdras tout. » J'ai secoué la tête, les larmes tombant sur le dos de sa main. « Ne parle pas comme si tu n'allais pas revenir. » Jean m'a regardé avec un mélange de tendresse et de gravité absolue. « Écoute-moi, tu dois mettre la maison au nom de ta mère. Sophie aime vraiment Chloé. Elle la gardera en sécurité pour notre fille. Elle ne te trahirait pas. » Je l'ai regardée, stupéfaite. Mettre la maison au nom de ma mère juste avant l'opération semblait aussi soudain qu'écrasant. Mais le regard de Jean n'a pas vacillé. Il y avait réfléchi. Il ne protégeait pas seulement un bien pour moi, il assurait l'avenir de notre fille. Jean m'a serré la main une fois de plus. Dehors, une infirmière se préparait à l'emmener pour d'autres examens préopératoires. Il m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix s'éteignait, mais chaque syllabe m'a transpercé le cœur. « Amélie, écoute-moi, fais-le aujourd'hui. Et pour l'amour de Dieu, ne le dis à personne de ma famille. » J'ai regardé Jean longuement, l'esprit en plein chaos. Ce pavillon n'était pas seulement une propriété, et encore moins un chiffre sur un papier. C'était l'endroit où nous avions choisi ensemble chaque carrelage, la couleur de la peinture de la chambre principale, les rideaux de la chambre de Chloé. La première nuit où nous avons emménagé, Jean avait fait tourner notre fille dans le salon vide et avéri. À partir de maintenant, c'est notre petit nid. Et maintenant, il me demandait de mettre secrètement ce nid au nom de ma mère. Voyant mon silence, Jean m'a de nouveau serré la main. Ses forces s'épuisaient, mais son esprit restait vif. Il a parlé lentement. « Amélie, je sais ce que tu penses. Ce n'est pas que je veuille te monter contre ma famille, c'est pour protéger notre fille de leur cupidité. » J'ai baissé la tête, les larmes tombant sur les draps blancs. Plus il était calme, plus j'avais mal. L'homme qui était sur le point de subir une opération au cerveau dont l'issue était incertaine se souciait d'assurer l'avenir de sa femme et de sa fille. Rien que d'y penser, j'avais l'impression d'étouffer. En réalité, Jean n'avait pas tort. J'avais déjà vu ma belle-mère fouiner plusieurs fois parmi les papiers de la maison. Martine ne demandait jamais de manière grossière, mais elle savait toujours comment lancer des piques embarrassantes. Une fois, lors d'une visite, elle s'est arrêtée devant le classeur de notre bureau, faisant semblant de dépoussiérer, et a demandé « Où gardez-vous l'acte de propriété de la maison? À quel nom est-il? Combien vous reste-t-il à payer sur le prêt ?» J'ai simplement souri pour minimiser l'importance, en disant « Jean s'occupe de toute la paperasse. » En entendant cela, elle a eu une moue de mépris. Les biens qu'un fils gagne, sa famille doit les connaître. Trop de papier entre les mains d'une femme n'apporte que des problèmes. Une autre fois, lors d'un dîner de Noël chez mes beaux-parents, Martine a lancé une pique passive-agressive devant tous les parents. Les belles-filles d'aujourd'hui sont trop malignes. Si la famille du mari ne fait pas attention, elle perd tout. Les biens d'un fils devraient être gérés par ses parents. C'est la moindre des choses. À ce moment-là, Jean a laissé tomber ses couverts et a foudroyé sa mère du regard. « Maman, nous nous occupons de notre propre maison. N'utilise pas ce prétexte pour parler de mes finances. » Martine s'est tue, mais depuis ce jour, son regard envers moi était glacial. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. En entendant sa voix, j'ai à peine pu me contenir. Je lui ai raconté la maladie de Jean, ce que le médecin avait dit, et d'une voix brisée, je lui ai transmis la demande de Jean. Il y a eu un long silence de l'autre côté. J'ai entendu la respiration tremblante de ma mère et le bruit d'une chaise traînée contre le sol. Ma mère aimait Jean comme un fils. La nouvelle de la tumeur était déjà suffisante pour la laisser sous le choc, et encore plus une demande aussi sérieuse. Un instant plus tard, ma mère a parlé d'une voix brisée mais ferme. « Si je mets la maison à mon nom, ce n'est pas pour te la prendre, c'est pour assurer ton avenir. Jean, étant en pleine possession de ses moyens, t'a demandé de faire cela. C'est parce qu'il connaît sa famille mieux que personne. » J'ai éclaté en sanglots. Ma mère a continué. « Nous devons le faire parfaitement conformément à la loi, mot pour mot, pour que personne ne puisse ensuite t'attaquer en justice ni t'accuser de quoi que ce soit. » Le même après-midi, ma mère a contacté un notaire, Maître Laurent, un vieil ami de mon père. Maître Laurent est arrivé rapidement à l'hôpital avec sa mallette en cuir et une expression sombre.
Il ne s'est pas précipité. Il a interrogé Jean en détail sur chaque point, de son état de santé et son désir de transférer la propriété via un acte de donation ou une fiducie, à l'origine des fonds de la maison et s'il était contraint. Jean, bien que faible, a répondu avec une clarté absolue, a regardé maître Laurent dans les yeux et a dit « Je veux protéger ma femme et ma fille. Si je survis, la maison restera notre foyer. Sinon, au moins personne ne pourra les mettre à la rue. » Pour s'assurer que tout soit blindé, ils ont appelé le docteur Evans pour certifier que Jean était complètement lucide et possédait la pleine capacité mentale pour prendre des décisions légales. Tous les documents nécessaires ont été préparés méticuleusement. Jean a signé chaque page de sa propre main. Après chaque signature, il devait fermer les yeux et se reposer un moment à cause du mal de tête déchirant. Je suis restée à ses côtés, les mains si serrées que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, ressentant une immense pitié pour lui et terrifiée par le jour où je devrais être utiliser ses papiers pour lutter contre sa propre famille. Pour éviter les soupçons, j'ai appelé Martine et je lui ai dit que je devais sortir pour gérer les formulaires d'assurance maladie et les paiements anticipés pour l'opération de Jean. Elle a seulement dit « D'accord », sans demander où j'allais, me disant simplement de faire attention. À ce moment-là, j'ai essayé de me consoler en pensant que j'étais être trop dure avec elle, qu'elle était être seulement inquiète pour son fils. Mais plus tard, une infirmière que je connaissais m'a raconté en secret que pendant mon absence, Martine n'a pas demandé à Jean comment il se sentait ni ce dont il avait besoin pour l'opération. Elle a acculé le médecin dans le couloir et lui a demandé à voix basse « S'il arrive quelque chose à mon fils, comment est géré son patrimoine ?» Entendre cela m'a glacé le sang. Cette question a été comme un seau d'eau glacée sur les quelques doutes qui me restaient. Son fils était dans un lit sur le point de subir une opération au cerveau dont l'issue était incertaine, et la première chose qui la préoccupait était son patrimoine. Je ne me suis plus sentie coupable. J'ai seulement ressenti une tristesse sans fond pour Jean. Il s'est avéré qu'il n'était pas paranoïaque. Il connaissait simplement trop bien la famille dans laquelle il était né. Vers le soir, toute la paperasse cruciale a enfin été complétée. Ma mère, Sophie, est devenue officiellement la fiduciaire et la propriétaire légale de la maison de 750 000 €. Elle a tenu la grosse enveloppe Kraft, les yeux rougis, et m'a dit « Je garde ça pour toi, pour ma petite fille, et pour honorer la volonté de Jean. Tant que je vivrai, personne ne touchera au toit que vous avez au-dessus de vos têtes. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Cette nuit-là, je suis retournée à l'hôpital. J'ai caché une copie des documents dans un dossier marron et je l'ai enfermée dans la petite armoire de la chambre privée. Jean m'a regardée et a demandé dans un murmure « C'est fait, ma chérie ?» J'ai pris sa main et j'ai essayé de sourire. « Oui, c'est fait. Va à l'opération l'esprit tranquille. Notre foyer et notre fille, je les protégerai. » Jean a soupiré doucement, comme s'il venait de lâcher un poids énorme, mais en le voyant fermer les yeux pour se reposer sous les lumières pâles de l'hôpital, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'agonie. Soulagement parce que ma fille et moi avions une issue. Agonie parce que j'ai compris qu'à partir de ce moment, je ne me préparais pas seulement à l'opération de mon mari, mais aussi à une longue guerre contre les personnes qui partageaient son sang. Le matin où ils ont emmené Jean au bloc opératoire, le ciel était étrangement gris. De la fenêtre du 12e étage, toute la ville semblait couverte d'un brouillard lourd et froid. Je portais un gilet fin que j'avais fourré à la hâte dans mon sac la veille, assise sur un long banc devant l'aile chirurgicale, serrant mon alliance si fort qu'elle m'a laissé une marque dans la paume. Je ne sais pas combien de temps je suis restée à regarder les portes du bloc. Je sais seulement qu'à chaque fois que la lumière rouge au-dessus d'elle clignotait, mon cœur se serrait comme si quelqu'un tirait violemment dessus. Ma mère avait ramené Chloé à la maison tôt. La petite ne voulait pas partir. Elle s'est accrochée à mon cou en demandant « Maman, est-ce que papa va avoir mal là, dedans? Est-ce qu'il rentrera ce soir pour me lire une histoire ?» Je me suis mordu la lèvre jusqu'à sentir le goût du sang. Je me suis accroupie pour lui caresser les cheveux, et j'ai menti de la voix la plus calme que j'ai pu rassembler. Papa est entré pour que les médecins puissent le réparer. Chloé, mon trésor, sois une gentille fille et va avec mamie. Je t'appellerai en visio ce soir. Je ne voulais pas que ma fille soit dans un couloir d'hôpital, à voir des adultes pleurer et à entendre des conversations difficiles. Elle était trop petite pour comprendre. Avant qu'il ne l'emmène, Jean était encore conscient, allongé sur le brancard, la tête déjà préparée pour la chirurgie. Son visage était blafard, mais ses yeux me regardaient avec une intensité incroyable. J'ai marché à ses côtés en essayant de garder une démarche assurée. Aux portes du bloc, une infirmière a indiqué que les familles devaient s'arrêter. Soudain, Jean a tendu la main vers moi.
Je l'ai saisi et me suis penchée pour l'écouter. Sa voix n'était qu'un murmure, mais chaque mot s'est gravé dans mon âme. Amélie, que je me réveille ou non, tu dois vivre avec dignité. Ne t'agenouille devant personne. J'ai éclaté en sanglots instantanément. Je voulais le gronder, lui dire de ne pas attirer le mauvais sort, mais la boule dans ma gorge ne m'a permis que de hocher la tête encore et encore. Tandis que mes larmes tombaient sur ses phalanges, Jean m'a regardé une dernière fois. Ses lèvres ont bougé comme s'il voulait sourire et puis les lourdes portes se sont refermées devant moi. L'opération a duré plus de 9 heures. 9 heures qui ont semblé 9 ans. Je me suis assise, je me suis levée, j'ai fait les 100 pas, et je me suis rassise sans jamais quitter des yeux le tableau d'état chirurgical. Ma mère appelait pour prendre des nouvelles, mais je ne pouvais dire que quelques mots avant de raccrocher, de peur de commencer à sangloter. Martine, ma belle-mère, était également là. Elle portait une robe noire, les cheveux attachés n'importe comment et marchait sans arrêt devant les portes, murmurant des prières. Mais ce qui m'a anéanti, c'est qu'entre ses lamentations, son inquiétude pour son fils se mêlait à des choses répugnantes à entendre. À un moment, elle s'est mise à gémir devant la famille élargie. Oh mon Dieu, s'il arrive quelque chose à Jean qui va gérer l'entreprise et la maison? S'il reste comme un légume, que deviendra cette famille? J'étais à quelques pas, écoutant avec un froid glacial dans les veines. Son fils dansait au bord du gouffre et pourtant, dans ses pleurs, j'entendais clairement les mots maison et entreprise. Henri, mon beau-père, ne pleurait pas. Il était dans l'escalier, fumant cigarette sur cigarette. L'odeur de tabac lui collait aux vêtements. De temps en temps, il appelait Thomas, le frère cadet de Jean. J'ai entendu un fragment en passant. « Toi, rentre d'abord. Ce soir, toute la famille doit s'asseoir pour parler. Ce n'est pas simple. » Il parlait d'un ton bas et urgent. Je me suis arrêtée une seconde. Puis je me suis éloignée en silence. Je n'avais pas la force de trop y penser à ce moment-là, mais une profonde inquiétude s'est installée en moi. Vers le soir, la lumière du bloc s'est enfin éteinte. Le docteur Dubois est sorti, le masque chirurgical baissé, visiblement épuisé. J'ai couru vers lui, trébuchant presque sur mes propres pieds. Martine s'est également précipitée, agrippant la manche du médecin et lâchant une rafale de questions. Le docteur Dubois nous a regardés avec une expression grave. Nous avons réussi à retirer la majeure partie de la tumeur. L'opération a surmonté la phase la plus critique. Cependant, en raison de la complexité de l'emplacement de la tumeur, le cerveau a subi un traumatisme et il y a une inflammation post-opératoire. Actuellement, Jean est dans un coma profond. Nous ne pouvons pas prédire quand il se réveillera. En entendant le mot « coma », j'ai senti mes jambes flancher. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. Jean était vivant, mais il ne s'était pas réveillé. La petite étincelle d'espoir a été immédiatement engloutie par un brouillard dense. J'ai demandé au médecin d'une voix tremblante. « Alors, peut-il nous entendre? Sait-il que nous sommes à ses côtés ?» Le médecin m'a regardé avec un peu plus de douceur. Il y a des cas où les patients réagissent au son familier. Continuez à lui parler. Ne perdez pas espoir. J'avais à peine commencé à assimiler cela que Martine s'est retournée brusquement pour me regarder. Son visage était trempé de larmes, mais ses yeux étaient acérés comme des poignards. Elle m'a pointé du doigt et d'une voix brisée mais pleine de venin, elle a craché. « Tout ça, c'est de ta faute. Si tu avais su prendre soin d'un mari, si tu lui avais dit de se reposer, il ne serait pas là. Depuis qu'il t'a épousée, il a travaillé comme un chien. Es-tu contente maintenant? » Je suis restée sans voix. Celle qui souffrait le plus n'était pas seulement elle. J'étais sa femme, celle qui venait d'entendre que son mari ne se réveillerait peu, être jamais. Et pourtant, elle a trouvé le moyen de me blâmer pour une tumeur au cerveau. Pendant les premiers jours après l'opération, j'ai pratiquement vécu à l'hôpital. Jean a été transféré en unité de soins intensifs. Les familles ne pouvaient entrer qu'à des heures restreintes et selon des règles strictes. Chaque fois que j'entrais, je me lavais les mains jusqu'à les avoir à vif et je m'approchais de son lit en silence. Je lui nettoyais les mains avec une serviette tiède, je lui arrangeais la couverture et je lui lisais des extraits de ses livres préférés. Un jour, j'ai mis la chanson que nous avions écoutée lors de notre premier rendez-vous et je lui ai murmuré. « Tu l'entends, Jean? Je suis toujours là. Chloé t'attend aussi. » Au début, mes beaux-parents se relayaient pour lui rendre visite. Martine pleurait toujours quand il y avait du public. Sa fille, Isabelle, apportait de la soupe tiède et Thomas soupirait bruyamment dans le couloir comme s'il était profondément affecté. Mais après quelques jours, les visites ont commencé à diminuer, remplacées par des conversations qui me glaçaient le sang à mesure que je les entendais. Il demandait combien coûtait la facture de l'hôpital,
quel pourcentage l'assurance couvrait, qui avait les statuts de l'entreprise de BTP de Jean. Une fois, Isabelle m'a emmenée dans un coin et m'a dit avec une condescendance mielleuse. « Écoute, Amélie, si tu sens que tu ne peux pas tout gérer, dis-le simplement. La famille peut s'occuper de gérer les biens. Après tout, Jean est le fils aîné. Nous ne pouvons pas permettre que tout tombe entre les mains d'étrangers. » Je l'ai regardé et j'ai demandé « Des étrangers? Qui sont exactement les étrangers ?» Isabelle a semblé un peu déconcertée, puis a souri avec mépris. « Je dis ça pour ton bien. Ne sois pas si sensible. Il y a des choses importantes qu'il ne convient tout simplement pas que tu gères seule. » Je n'ai pas répondu. Je me suis retournée et j'ai regardé à travers la petite fenêtre en verre des portes de l'USI, où Jean gisait immobile au milieu du bourdonnement rythmique des respirateurs. À ce moment-là, j'ai parfaitement compris. Tant que Jean était conscient, il n'avait pas osé montrer leur vrai visage. Mais dès qu'il est tombé, dès qu'il n'a plus pu dire un seul mot pour protéger sa femme et sa fille, ses mains avides ont commencé à s'étirer. La maison, l'entreprise, les fonds médicaux, le droit de prendre des décisions sur ses soins, tout à leurs yeux était une excuse pour nous laisser sur la paille. Debout, seul, dans le couloir glacial de l'hôpital, j'ai compris pour la première fois que l'opération de Jean était terminée. Mais ma guerre venait de commencer. Exactement une semaine après l'opération, alors que Jean était toujours en USI, Martine a appelé sur mon portable. Sa voix n'était plus celle d'une mère éplorée, elle était sèche et autoritaire. « Viens à la maison cet après-midi un moment, toute la famille doit parler des soins à long terme de Jean. » J'étais assise à l'extérieur de l'USI avec un tupperware de soupe que je n'avais même pas touché. En l'entendant mentionner ses soins à long terme, et malgré mon épuisement, j'ai accepté immédiatement. J'ai naïvement pensé que s'il voulait vraiment organiser des tours de visite, collaborer aux dépenses ou m'aider à prendre soin de lui, il leur restait peu, être un peu d'humanité. Mais dès que je suis entrée dans le salon de mes beaux-parents, j'ai su que je me trompais complètement. Henri était assis dans son fauteuil inclinable, l'air aussi sévère qu'un juge présidant une audience. À sa droite se trouvait Martine, les yeux rouges mais le regard froid. À sa gauche se trouvaient Isabelle, Thomas et plusieurs oncles et cousins éloignés que je voyais à peine une fois par an. Personne n'a demandé comment allait Jean ni si le neurologue avait des nouvelles. Tous me regardaient comme si j'étais en procès sur la table basse en acajou. Il y avait un tas de documents légaux soigneusement agrafés et un stylo noir. Dès que je me suis assise, Martine a poussé le dossier vers moi. Elle a parlé très lentement. « Lis-le. Nous en avons parlé en famille. À partir de maintenant, tu dois remettre l'acte de propriété et le contrôle de ta maison à son père. Jean est là, bas, dans le coma. Dieu sait quand il se réveillera. Nous ne pouvons pas laisser un bien aussi important entre les mains d'une jeune femme. » J'ai baissé les yeux sur les papiers et j'ai senti une boule se former dans ma gorge. C'était une procuration et un accord de gestion de biens qui affirmaient que je cédais volontairement le contrôle de l'acte de propriété de la maison à Henri, lui permettant de la gérer au nom de Jean et m'obligeant légalement à ne pas vendre, louer, hypothéquer, ni transférer la propriété sans le consentement de la famille paternelle. Chaque ligne était comme une lame de rasoir glissant devant mes yeux. Jean était toujours vivant. Il respirait toujours grâce aux machines et ils étaient déjà là, assis, à rédiger des documents légaux pour se partager notre foyer. Martine a ajusté le foulard autour de son cou et a dit d'un ton moralisateur et répugnant « Jean est le fils de cette famille. S'il est malade, ses biens doivent être protégés par ses parents. Tu es sa femme et nous apprécions que tu prennes soin de lui. Mais l'argent est une affaire sérieuse. Nous ne pouvons pas laisser les émotions s'en mêler. » Je l'ai regardé, luttant pour garder une voix ferme. « Et pourquoi exactement avez-vous besoin de le protéger, vous ?» À peine avais-je terminé ma question que Thomas a éclaté d'un rire moqueur. Il était assis, les jambes croisées, faisant tournoyer les clés de sa voiture dans sa main, impatient, comme s'il attendait son tour pour témoigner. « On dirait que tu ne comprends pas, belle-sœur. Laisser une grande maison comme ça vide, c'est du gâchis. On la vend et on investit l'argent dans mon projet de matériaux de construction. J'ai un fournisseur incroyable de prêts. En quelques mois à faire tourner le stock, on gagnera beaucoup plus qu'en le laissant dormir à la banque. Son hospitalisation coûte une fortune. L'argent doit produire de l'argent. On ne va pas garder une maison juste pour la regarder. » J'ai regardé Thomas, incapable de croire ce que j'entendais. Il s'est avéré que parler des soins à long terme de Jean signifiait liquider sa maison pour financer l'entreprise risquée de son frère. Son frère aîné était dans le coma et il prévoyait déjà d'utiliser le refuge de sa famille comme capital de départ. J'ai demandé à voix basse. « Et si ton entreprise fait faillite ?» Thomas a froncé les sourcils. « Dans les affaires, il faut prendre des risques. C'est pour ça que tu stagnes, tu penses trop petit.
Isabelle, assise à côté de lui, est intervenue d'un ton doux mais venimeux. Amélie, sincèrement, tu es une femme et tu n'as que la petite Chloé. Gérer un patrimoine énorme fait de toi une cible pour les escrocs. Et si Jean ne se remet pas, tu es jeune. Et si tu te remaries, alors, la richesse de la famille tombe entre les mains d'un étranger. Un grand-oncle a hoché la tête en signe d'approbation et a ajouté « C'est vrai, avec les jeunes veuves, on ne sait jamais. Il faut penser d'abord à la lignée. » En entendant cela, les mains que j'avais posées sur mes genoux sont devenues glaciales. Ils ne me voyaient pas comme la femme de Jean. Ils ne voyaient même pas Chloé comme leur propre sang, simplement parce que c'était une fille. À leurs yeux, nous n'étions que 2 locataires temporaires dans cette maison, attendant que Jean s'éteigne pour pouvoir nous mettre à la rue. J'ai regardé chaque visage dans cette pièce, et je me suis demandé à quel point cela détruirait Jean d'entendre ces mots s'il était pleinement conscient. Voyant mon silence, Martine a pensé que je cédais. Elle a pris le stylo, l'a placé sur les documents et les a poussés plus près de moi. Signe. Si tu signes, cette famille continuera à te considérer comme une belle fille. Nous ne te traiterons pas mal, ni toi ni ta fille, mais tu dois être raisonnable. Une femme qui vit dans la maison de son mari, le plus important est qu'elle sache obéir. J'ai baissé les yeux vers le stylo, ressentant un mélange toxique de rage et de froideur absolue. De l'extérieur, j'ai essayé de paraître confuse. J'ai mis la main dans la poche de mon gilet, j'ai discrètement activé l'enregistreur vocal de mon iPhone, puis j'ai levé les yeux. J'ai parlé doucement. C'est une décision très importante. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Jean est toujours à l'hôpital. Je ne peux pas décider cela seul maintenant. Henri a frappé la table du poing. À qui d'autre vas-tu demander? Ton mari est un légume. Tu crois qu'il peut te répondre? Nous sommes là pour t'aider, et tu fais la difficile. Thomas s'est penché en avant, le ton de plus en plus menaçant. Ne crois pas que parce que ton nom apparaît sur quelques papiers, tu as déjà gagné. Si mon frère se réveille, il devra aussi faire ce que disent mes parents. Et s'il ne se réveille pas, il a laissé la phrase en suspens, mais ses yeux ont tout dit. Un frisson m'a parcouru le dos, mais j'ai serré la mâchoire et je suis restée silencieuse. Soudain, Martine s'est levée d'un bond. La fausse courtoisie a disparu. Elle a pointé le doigt à quelques centimètres de mon visage, sa voix stridente résonnant contre les murs de la salle à manger. Ne crois pas que parce que Jean était fou de toi. La maison est à toi. Il n'est pas encore mort, mais cette famille doit planifier à l'avance. Si tu es intelligente, tu signeras. Ne nous oblige pas à descendre à cet hôpital et à t'en sortir en te traînant par les cheveux. Je l'ai regardé, le cœur endolori, mais l'esprit étrangement clair. L'enregistreur fonctionnait toujours dans ma poche. Chaque menace avait été enregistrée. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et j'ai hoché légèrement la tête. Si aujourd'hui nous n'avons pu parler que d'immobilier et que personne ne s'est donné la peine de demander si Jean va bien, alors je retourne à l'hôpital. Mon mari m'attend. Personne ne m'a accompagnée jusqu'à la porte. Derrière moi, la voix de Martine résonnait encore, chargée de mépris. On verra combien de temps tu tiens. Je suis sortie dans la rue. Il faisait déjà nuit, et le vent glacial m'a frappé le visage. Mais à l'intérieur, je ne tremblais plus. Je savais qu'à partir de ce moment, les masques étaient tombés, et je n'avais absolument aucune raison de me retenir. 3 jours après cette horrible réunion de famille, j'étais toujours à l'hôpital. Ce matin-là, une bruine froide s'infiltrait par les fenêtres, rendant le couloir de l'USI encore plus lugubre. Je venais de changer le récipient d'eau tiède que j'utilisais pour nettoyer les mains de Jean, lui murmurant mes nouvelles habituelles à l'oreille. « Tu as assez dormi, grand dormeur. Chloé a dessiné hier une image de nous 3. Elle dit que quand tu te réveilleras, elle la collera sur la tête de ton lit. » Jean restait complètement immobile, le visage visiblement plus mince, les lèvres pâles et les cils reposant paisiblement sous la dure lumière fluorescente. Mais je continuais à croire qu'il pouvait m'entendre. Je devais le croire. Sinon je ne saurais pas où trouver la force de rester debout. Je venais de finir de plier la serviette quand des pas précipités ont résonné à l'extérieur de la chambre. Quelques secondes plus tard, Martine est apparue à la porte, flanquée de Thomas et Isabelle. Elle n'a pas demandé comment allait Jean, n'a pas regardé les moniteurs, n'a même pas regardé son propre fils. Dès qu'elle est arrivée dans la salle d'attente, elle a jeté violemment un tas de photocopies sur la chaise en plastique en face de moi. Les papiers se sont éparpillés sur le sol en lino. Sa voix tremblait de pure fureur. « Tu te crois très maligne, Amélie. Ton mari vient de sortir d'une opération au cerveau. Il est entre la vie et la mort, et tu as déjà détourné son patrimoine pour le donner à ta famille. » Je me suis penchée pour ramasser quelques pages. C'était un registre de propriété standard du service de la publicité foncière. Dessus, la maison de 750 000 € ne figurait plus à notre nom.
La propriétaire légale actuelle était la fiducie Sophie. Cela ne m'a pas surprise. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il l'apprenne si vite. Thomas, debout à côté d'elle, les bras croisés, a souri avec mépris. Tu pensais l'avoir fait en secret. Une maison n'est pas une aiguille dans une botte de foin. J'ai juste eu à demander à mon ami de l'immobilier de vérifier les registres publics et boum, c'était là. Martine a pointé mon visage d'un doigt tremblant, les yeux injectés de sang. Parle, tu as profité que mon fils était malade et hors de lui pour le forcer à signer. Toi et ta mère avez planifié de voler la maison, n'est-ce pas? J'ai placé les papiers sur la chaise et j'ai essayé de garder une voix stable. Tu dois mesurer ce que tu dis. Chaque étape légale a été prise quand Jean était pleinement conscient avec un notaire présent et un médecin qui a certifié son état cognitif. Il n'y a pas eu de contrainte. Martine a éclaté d'un rire strident qui m'a donné la chair de poule. Conscient? Il avait une tumeur au cerveau et ils étaient sur le point de lui ouvrir la tête. Et tu dis qu'il était conscient? Tu nous prends pour des idiots? Je vais vous poursuivre en justice, toi et ta mère, jusqu'à vous ruiner. Je ne permettrai pas que la richesse de ma famille tombe entre les mains d'une profiteuse. Thomas l'a soutenue immédiatement. C'est ça, maman. Poursuis-la. On verra si elle maintient cette farce devant un juge. Les cris ont fait que les familles des chambres voisines ont passé la tête. Quelques infirmières sont restées dans le couloir. Isabelle, comme si elle avait attendu d'avoir un public, s'est tournée vers les curieux, me montrant du doigt de manière théâtrale. Regardez-la. Avez-vous déjà vu quelqu'un d'aussi méchant? Son mari est là, dedans, dans le coma. Et elle a déjà mis une maison de 750 000 € au nom de sa mère, et maintenant elle dit que c'était légal. Les femmes modernes font peur. Les regards ont commencé à se planter sur moi. Les gens chuchotaient. Certains secouaient la tête. J'ai clairement entendu une femme âgée murmurer. « Si c'est vrai, quelle horreur !» Ce commentaire m'a profondément blessée. Moi, la femme qui avait passé d'innombrables nuits blanches à son chevet, qui s'était battue pour chacune de ses respirations, qui avait suivi à la lettre son dernier souhait conscient. Avec quelques mots incendiaires, j'avais été dépeinte comme un monstre avide devant des inconnus. J'ai arrêté de discuter. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une vidéo sauvegardée dans un dossier crypté. C'était l'enregistrement que Jean avait fait lui-même avant l'opération, sur le conseil de Maître Laurent. Il était faible, mais sa voix était ferme. J'ai monté le volume au maximum. Le visage de Jean est apparu à l'écran, pâle mais totalement sérieux. Mon nom est Jean, et je suis en pleine possession de mes facultés mentales. Au moment où j'enregistre ceci, je donne mon consentement plein et volontaire pour transférer l'acte de propriété de notre maison à ma belle-mère Sophie, pour qu'elle la garde en fiducie pour ma femme et ma fille. Cette décision ne m'a été imposée par personne. S'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas qu'Amélie et Chloé soient intimidées par quiconque, prétendant agir au nom de ma famille pour leur prendre la maison. Le couloir est devenu silencieux. Les chuchotements se sont évaporés instantanément. Isabelle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Martine a regardé l'écran sans expression, tandis que la couleur quittait son visage seconde après seconde. J'ai verrouillé le téléphone et je l'ai regardé. Tu l'as entendu. Ce sont les mots de ton fils, pas les miens? Thomas a serré la mâchoire. Son visage est devenu rouge de honte et de rage. Il a insisté. Le cerveau de mon frère était malade. Une vidéo ne signifie rien. Qui sait quelle drogue on lui avait donnée? Juste à ce moment, le docteur Dubois est apparu dans le couloir, probablement alerté par le bruit. Il a observé la scène et a parlé avec une autorité absolue. Je suis le neurochirurgien principal de Monsieur Jean. Avant son opération, le patient était complètement conscient, orienté et a réussi sans faute toutes les évaluations cognitives. Si nécessaire, l'administration de l'hôpital a la déclaration sous serment signée pour le prouver. Cette fois, Thomas a fermé la bouche. Isabelle a regardé le sol, et Martine est restée paralysée comme si elle avait été giflée en public. Mais l'humiliation ne l'a pas arrêtée. Elle l'a seulement rendue plus incontrôlable. Elle s'est précipitée vers la chambre de l'USI, me bousculant, et s'est penchée sur Jean, qui gisait complètement immobile. Sa voix était un sifflement rageur. « Réveille-toi, Jean. Réveille-toi et regarde comment ta femme trahit ta famille. Tu as élevé une vipère. » J'ai fait un pas en avant pour l'écarter, mais à cette précise milliseconde, sous la couverture blanche de l'hôpital, les doigts de Jean ont bougé. C'était un mouvement si subtil que si je ne l'avais pas regardé avec chaque gramme d'espoir qui me restait, je l'aurais probablement manqué. Je suis restée glacée, le cœur battant contre mes côtes. Personne d'autre ne l'a vu. Martine allaitait encore de rage.
Thomas me foudroyait de pure haine. Je me suis penchée plus près de Jean, les lèvres tremblantes, n'osant pas l'appeler à voix haute. Dans ma tête, une seule pensée résonnait. Il l'a entendu. Il a tout entendu. Après la scène que Martine a provoquée à l'hôpital, je pensais qu'ils auraient au moins la décence de s'écarter pendant un certain temps. Je me trompais. Pour les gens qui voient la cupidité comme un droit de naissance, se faire prendre ne les arrête pas. Cela les rend seulement plus cruels. Ils ont cessé de feindre la gentillesse et ont visé directement mon seul point faible, Chloé. Ce matin-là, je venais de sortir de l'USI quand mon téléphone a sonné. C'était la directrice de la crèche de Chloé. Ils appelaient rarement à cette heure. Alors voir le nom sur l'écran m'a serré l'estomac. Amélie. La voix de la directrice semblait terrifiée. Des membres de la famille sont venus chercher Chloé. Ils disent que ce sont sa tante et sa grand-mère, mais Chloé pleure hystériquement et refuse de partir avec elle. Avez-vous autorisé un changement sur la liste des personnes autorisées à la récupérer? C'était comme si on m'avait jeté un seau d'eau glacée dessus. Je me suis levée d'un bond, la voix tremblante. Non, absolument personne, à part ma mère ou moi, ne peut la récupérer. Gardez-la à l'intérieur. J'appellerai la police s'il le faut. J'arrive. En courant vers l'ascenseur, j'ai appelé ma mère. Elle était au supermarché. Dès qu'elle a entendu, elle a lâché son panier et a conduit directement à la crèche. Je suis sortie à toute vitesse de l'hôpital, les mains blanches à force de serrer le volant. Dans ma tête, je n'entendais que les pleurs de ma fille, me demandant à quel jeu malade il jouait. Quand je suis arrivée à la crèche, un groupe de parents s'était déjà rassemblé. Juste à côté de la porte principale, Isabelle tirait le bras de Chloé vers un SUV noir garé le long du trottoir. Le visage de ma fille était rouge de cris, et elle s'accrochait à la clôture métallique avec ses deux petites mains, sanglotant hystériquement. « Je ne veux pas partir avec Tata, je veux ma maman. Maman. » Entendre sa voix m'a brisé l'âme. J'ai couru vers elle. J'ai poussé Isabelle avec force et j'ai soulevé Chloé dans mes bras. « Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? Qui t'a donné le droit de toucher ma fille? » Isabelle a arrangé ses cheveux et a souri avec mépris, agissant comme si la folle qui faisait une scène était moi. La famille paternelle intervient pour prendre soin de notre nièce. « Qu'y a-t-il de mal à cela? Tu passes toute la journée enfermée dans un hôpital. Qui s'assure que la petite mange et fait ses devoirs? Ou essaies-tu seulement de traîner un mari dans le coma et une petite fille pour faire pitié? » J'ai serré Chloé fort contre moi, sentant son petit corps trembler contre ma poitrine. J'ai retenu un cri de rage. « Tant que je respire et tant que ma mère respire, vous n'emmènerez jamais ma fille. Si tu lui remets la main dessus, je te ferai arrêter pour enlèvement. » À peine avais-je terminé de parler que la voix de Martine a retenti. « Appelle-les. On verra si les policiers croient une mère mentalement instable ou sa famille élargie inquiète. » Je me suis retournée brusquement. Martine était là, agitant un épais tas de papiers, avec une expression à la fois angoissée et triomphante. Elle a montré les papiers à la directrice de la crèche et aux parents qui chuchotaient. « Regardez, madame, ma belle-fille n'a plus toute sa tête depuis que mon fils est tombé malade. Elle pleure, elle crie, elle ne mange pas, et elle erre dans les couloirs de l'hôpital la nuit comme un fantôme. J'emmène ma petite fille dans un foyer stable pour sa propre sécurité. Je lui ai arraché les papiers. En y jetant un coup d'œil, mon sang s'est glacé. C'était une évaluation psychologique formelle avec une conclusion ambiguë affirmant que je montrais des signes de graves perturbations émotionnelles suite à un événement traumatisant et recommandant une évaluation immédiate de mon aptitude en tant que tutrice. Je n'étais jamais allée à cette clinique. Je n'avais jamais signé aucune autorisation. Et pourtant, il y avait mon nom, mon âge et même plusieurs photos floues de moi en train de pleurer dans l'escalier de l'hôpital. C'est alors que j'ai compris qu'on m'avait suivi. Les fois où je m'étais effondrée d'épuisement sur un banc à l'extérieur de l'USI, les fois où j'avais pleuré dans l'escalier en serrant la chemise en flanelle non lavée de Jean. Tout avait été photographié par un détective privé pour monter un faux dossier de protection de l'enfance contre moi. J'ai regardé Martine avec haine, étouffée par le dégoût. « Tu utilises ma douleur pour ton fils mourant pour me faire passer pour folle. » Thomas est sorti du SUV, la poitrine bombée, parlant fort pour que la foule l'entende. Une femme qui s'accapare une maison de 750 000 € et refuse de la vendre pour payer les traitements qui pourraient sauver la vie de son mari. Quel droit a-t-elle d'élever une enfant? Notre famille veut seulement protéger la petite et te voilà en train de faire un scandale en public. As-tu peur de perdre ta fille ou seulement de perdre l'excuse pour garder la maison? Les chuchotements se sont intensifiés. J'ai entendu une mère murmurer que les familles riches avaient toujours des conflits de garde compliqués. Une autre a dit que si la mère souffrait vraiment d'une dépression, il était logique que les grands-parents interviennent. Chaque mot était une aiguille dans mon oreille.
Je savais que plus je restais longtemps, plus il leur serait facile de m'humilier en public. J'ai installé Chloé sur ma hanche, et j'ai dit à la directrice, « À partir d'aujourd'hui, je vais établir un mot de passe. Seule ma mère ou moi pouvons la récupérer. Si ces personnes réapparaissent, appelez immédiatement le DICEPT. » Je me suis retournée pour marcher vers ma voiture, mais Martine s'est précipitée et m'a attrapé le bras. J'ai simplement tiré mon bras pour l'éloigner de Chloé. Mais instantanément, Martine a porté les mains à sa poitrine, s'est jetée sur le sol en ciment et a gémi théâtralement. Oh, mon Dieu! La belle-fille frappe sa belle-mère pour voler l'enfant. Que quelqu'un m'aide. Mon fils est en train de mourir et sa femme a perdu la tête. Je suis restée paralysée. Tap-nap. Novapnok Thomas criait. Enregistrez ça. Tous sortez vos téléphones pour avoir des preuves. En quelques secondes, une demi-douzaine d'iPhones étaient pointés vers moi. Avec ma fille terrifiée dans les bras, au milieu d'un parking, j'ai ressenti une vague toxique de rage et d'humiliation profonde. Complètement incapable de me défendre, Chloé a enfoui son visage dans mon cou en sanglotant. « Maman, j'ai peur. » Le même après-midi, une vidéo opportunément montée est devenue virale sur les groupes Facebook locaux. Ils n'ont laissé que la partie où je retirais brusquement mon bras et où Martine s'effondrait au sol en gémissant. Le titre sensationnaliste m'a frappé comme un camion. Épouse profiteuse vole le patrimoine de son mari mourant. Agresse sa belle-mère âgée à la crèche. Des centaines de commentaires haineux ont commencé à affluer. On me traitait de sans-cœur. On disait que les services de protection de l'enfance devaient me retirer la garde immédiatement. Cette nuit-là, après avoir laissé Chloé en sécurité chez ma mère, je suis retournée à l'hôpital. Je me suis assise à l'extérieur de l'USI, regardant à travers la vitre le corps immobile de Jean. J'avais le cœur en morceaux. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Si tu veux la paix, rends la maison à la fiducie. Sinon, ta fille portera le stigmate d'avoir une mère abusive et folle pour le reste de sa vie. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai sauvegardée. Puis je suis entrée sur le portail des caméras du couloir public de l'hôpital, quelque chose que Maître Laurent m'avait conseillé de demander pour voir si on me suivait toujours. Mon cœur battait la chamade en parcourant les images. Quelques jours plus tôt, alors que je pleurais dans la salle d'attente, un homme se tenait dans un coin et m'enregistrait avec son téléphone. Il portait une casquette de baseball et un masque chirurgical, mais j'ai reconnu sa posture et sa veste North Face, c'était l'un des amis de Thomas. À la fin du clip, Thomas lui-même s'est approché et a pris le téléphone des mains du type. Je suis restée à regarder l'écran, les mains glacées. Rien de tout cela n'était spontané. Les photos, la fausse évaluation psychologique, le piège à la crèche, tout était une embuscade parfaitement coordonnée. J'ai regardé Jean de l'autre côté de la vitre et j'ai murmuré. « Tu dois te réveiller. Mais avant que tu ne le fasses, je te jure devant Dieu que je ne laisserai personne toucher un seul cheveu de la tête de notre fille. » Cette nuit-là, l'hôpital était étrangement silencieux. Vers 2 heures du matin, le couloir de l'usine était éclairé que par les dures lumières fluorescentes qui se reflétaient sur les sols cirés. Le bourdonnement rythmique des machines de survie ressemblait à la respiration lourde du bâtiment lui-même. Je venais de descendre à la cafétéria pour un café tiède, car je n'avais pas mangé depuis midi. Mon esprit tournait en boucle sur l'incident de la crèche, les faux papiers et Thomas tirant les ficelles. Quand l'ascenseur a sonné à l'étage de l'USI, j'ai à peine fait 2 pas avant de me figer. La porte de la chambre de Jean était légèrement entr'ouverte. De l'intérieur, une silhouette masculine est sortie furtivement. Il portait une casquette de baseball basse et un masque chirurgical remonté jusqu'aux yeux, mais sa démarche et cette veste grise l'ont trahi instantanément. C'était Thomas. Il m'a vu et a sursauté, mais a retrouvé sa posture arrogante. Une seconde plus tard, je me suis approchée de lui d'un pas ferme, ma voix devenue un murmure bas et létal. « Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ton frère à 2 heures du matin ?» Thomas a haussé les épaules, a baissé son masque et a souri avec suffisance. Je rendais juste visite à mon grand frère. Pourquoi es-tu si paranoïaque? Ou est-ce que son propre sang ne peut plus le voir? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Son regard n'était pas celui d'un frère affligé. Il était fuyant, pressé, le regard d'un criminel pris la main dans le sac. Je n'ai pas discuté. Je suis passée en le bousculant et je suis entrée dans la chambre. Une seconde plus tard, le gobelet de café m'a glissé des mains et s'est renversé sur le sol. Le tube du respirateur était partiellement déconnecté. Un des câbles principaux était tendu et le sparadrap médical qui maintenait le tube respiratoire sur la joue de Jean était à moitié décollé. Le moniteur respiratoire clignotait avec une onde étrange et irrégulière. J'ai crié pour appeler les infirmières. Un cri qui a déchiré l'aile silencieuse.
L'infirmière en chef est entrée en courant. En voyant le moniteur, elle est devenue blanche comme un fantôme, a rapidement reconnecté le tube, a vérifié les joints et a crié qu'on amène le chariot d'urgence. Je suis restée contre le mur, les jambes tremblantes, m'agrippant à la barrière du lit comme à une bouée de sauvetage. Quelques minutes plus tard, les constantes de Jean se sont stabilisées. L'infirmière s'est tournée vers moi, encore tremblante. Dieu merci, vous vous en êtes rendu compte à temps, quelques minutes de plus, et il aurait fait une insuffisance respiratoire massive. Je me suis retournée brusquement pour courir dans le couloir, mais Thomas n'était plus là. Les portes de l'ascenseur au bout du couloir venaient de se fermer. J'ai couru jusqu'à là, et j'ai appuyé sur le bouton avec force, mais c'était trop tard. Un froid arctique m'a parcouru tout le corps. Ce n'était plus un litige immobilier, une bataille pour la garde, ni une campagne de diffamation. Quelqu'un venait d'essayer d'assassiner Jean, et la dernière personne dans cette chambre avait été son frère. J'ai immédiatement exigé les enregistrements de sécurité du couloir à l'infirmière en chef. Le superviseur de nuit m'a dit qu'il ne pourrait pas vérifier les registres avant le quart de matin. Je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée assise toute la nuit à l'extérieur des portes en verre, regardant Jean respirer. Le lendemain matin, quand j'ai exigé les images, le responsable informatique m'a regardé avec un air désolé. « Je suis vraiment désolé, madame, mais cette caméra spécifique a subi une panne logicielle entre 1h30 et 2h15 du matin. Les données de cette plage horaire n'ont pas été enregistrées sur le serveur. » Je suis restée à regarder l'homme, sentant un poids écrasant sur ma poitrine. Une panne. Quelle coïncidence miraculeuse. Juste au moment où Thomas apparaît, juste au moment où le respirateur tombe en panne, la caméra cesse de fonctionner par hasard. Je n'ai pas fait de scène. Je savais que sans preuve tangible, Thomas se moquerait de moi et déposerait une plainte pour diffamation. Mais à partir de ce moment, une vérité terrifiante s'est installée en moi. Jean n'était pas en sécurité, même dans un hôpital. Plus tard dans l'après-midi, alors que je faisais les 100 pas dans l'escalier en parlant au téléphone avec Maître Laurent, un concierge âgé qui vidait les poubelles s'est arrêté, a regardé nerveusement autour de lui et m'a fait signe de descendre quelques marches. À voix basse, il a dit « Vous êtes la femme du patient de la chambre 1208, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Le vieil homme s'est mordu la lèvre et a murmuré « La nuit dernière, en nettoyant, j'ai vu votre beau-frère discuter avec un médecin au bout du couloir. Il parlait bas, mais j'ai vu votre beau-frère glisser une grosse enveloppe blanche dans la poche de la blouse du médecin. Mon cœur a martelé dans ma gorge. « Quel médecin, monsieur ?» Le concierge a réfléchi une seconde. « Je crois que c'était l'interne qui a participé à l'opération de votre mari, le grand avec des lunettes qui fait les rondes avec le docteur Dubois. Je l'ai remercié et je l'ai supplié de ne le dire à personne d'autre. » En revenant dans le couloir, j'ai vu ce même médecin sortir de la salle de repos. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde, et il a immédiatement baissé les yeux vers le sol et s'est esquivé. J'ai rappelé Maître Laurent et je lui ai tout raconté. Cette nuit-là, il a engagé un détective privé pour examiner les finances de Thomas. Le rapport est arrivé plus vite et était beaucoup plus effrayant que je ne l'aurais imaginé. Thomas était noyé sous une dette de 400 000 € auprès de bookmakers étrangers et de prêteurs sur gages locaux. Les collecteurs de dettes s'étaient déjà présentés à son entrepôt de matériaux de construction, avaient saccagé son inventaire et lui avaient envoyé des messages menaçants disant que s'il ne payait pas dans les 30 jours, toute sa famille finirait dans des sacs mortuaires. Je tenais le courrier imprimé de mon avocat, les mains glacées. Je comprenais maintenant le désespoir psychotique de Thomas de vendre la maison. Il n'y avait aucune opportunité d'investissement. C'était de l'argent de rançon pour sauver ses propres genoux. Et s'il était prêt à débrancher le respirateur de son frère pour sortir de ses dettes, il n'y avait pas de limite à ce que ces gens pouvaient faire. Cet après-midi-là, en passant par notre maison pour prendre plus de vêtements propres pour Jean, j'ai accidentellement entendu Thomas et Isabelle parler dans le salon. Je me suis figée derrière la porte d'entrée, retenant ma respiration. Thomas siffla. « Tant que Jean reste un légume, tôt ou tard un juge nous donnera la maison. » Isabelle a répondu d'une voix froide comme la glace. « Ne sois pas idiot. Nous devons faire pression sur Amélie pour qu'elle la cède volontairement. Ainsi nos mains restent propres. Si tu fais une bêtise et que la police s'en mêle, nous tombons tous. » Je suis restée paralysée dans l'entrée. L'homme que Jean appelait son frère, qui mangeait à notre table et à qui Jean avait prêté de l'argent pour démarrer son entreprise, espérait activement qu'il reste en état de mort cérébrale pour liquider sa vie. Et Isabelle, qui jouait toujours la sœur attentionnée, planifiait cliniquement comment me briser. Je me suis couvert la bouche pour étouffer un sanglot. En reculant de la porte, mon téléphone a vibré. C'était Maître Laurent.
Sa voix semblait plus grave que d'habitude. Amélie, écoutez attentivement. Je viens de recevoir un avis d'un employé du tribunal des tutelles. Quelqu'un est en train de déposer secrètement une requête d'urgence pour déclarer Jean incapable de façon permanente et établir une tutelle légale. Si un juge l'accorde, ils utiliseront leur statut de parent direct pour prendre le contrôle de tout son patrimoine et de toutes les décisions médicales. J'ai fermé les yeux, sentant le sol disparaître sous mes pieds. Non seulement il voulait que Jean reste endormi, mais il voulait utiliser son coma pour en faire un tampon en caoutchouc silencieux, légalisant le vol de tout ce qu'il possédait et le débranchant s'il devenait une nuisance. Debout dans l'obscurité, j'ai serré le téléphone, et je me suis juré de ne pas craquer, car si je le faisais, ils engloutiraient Jean et ma fille tout entier sans laisser de traces. Viens cet après-midi pour une réunion de famille. Tu ne peux plus prendre de décision sur Jean toute seule. J'ai regardé le message longuement. Après ce que j'avais entendu la nuit précédente, je savais que ce n'était pas une réunion de famille, c'était une embuscade. Ils attendaient que j'entre pour me briser. J'ai immédiatement appelé Maître Laurent. En entendant le plan, il m'a donné une seule instruction. Allez-y, mais n'y allez pas seul légalement. Activez le partage de position GPS et commencez à enregistrer dès que vous sortez de la voiture. S'il vous menace ou tente de vous contraindre physiquement à signer, j'interviendrai. J'ai fait une pause, puis j'ai répondu. Compris. Cette fois, je veux qu'ils le disent tout haut eux-mêmes. J'ai raccroché, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai rangé le téléphone. Je n'étais plus la femme qui pleurait sans défense dans le couloir d'un hôpital. Cet après-midi-là, en entrant dans la maison de mes beaux-parents, la scène m'a glacé le sang. La salle à manger formelle était remplie de parents paternels, certains connus, d'autres inconnus, tous me regardant avec des yeux accusateurs. Sous l'énorme horloge de parquet et les austères portraits de famille, la longue table en acajou était disposée comme un tribunal. Au centre, il y avait une épaisse pile de documents légaux et un stylo. Henri était assis en bout de table, le dos droit, le visage arborant l'expression d'un bourreau. À côté de lui se trouvait Martine, les yeux gonflés mais les lèvres serrées en une ligne dure et déterminée. Thomas et Isabelle se tenaient de chaque côté comme des videurs de boîtes de nuit. Avant même que je ne pose mon sac, Henri a aboyé. « Reste là. Combien de temps encore penses-tu séquestrer le patrimoine de Jean ?» J'ai regardé autour de moi, sentant les regards glacés se planter sur moi. Pas une seule personne n'a demandé si Jean était vivant ou mort. Ils attendaient seulement leur part. Un grand-oncle aux cheveux argentés a frappé la table de la main. « Ton mari est sur un lit d'hôpital entre la vie et la mort, et tu t'accapares ses biens. C'est immoral. Une femme avide ne vaut rien. » Une tante m'a pointé du doigt. « Les gens de ta famille sont tous les mêmes. Quand le mari est en bonne santé, ce ne sont que des sourires. Dès qu'il tombe, il détourne l'argent vers la mère. Ne crains-tu pas le jugement de Dieu ?» Je suis restée complètement immobile, encaissant tout. Quelques jours plus tôt, j'aurais tremblé, j'aurais pleuré, je les aurais suppliés de comprendre. Mais à ce moment-là, plus ils m'insultaient, plus je devenais froide. J'ai posé une seule question. Vous m'avez appelé ici pour demander des nouvelles de l'activité cérébrale de Jean ou pour me forcer à signer un papier? La pièce est devenue silencieuse pendant quelques secondes. Puis, furieuse, Martine a arraché les papiers de la table et les a jetés à mes pieds. Signe, et tout cela disparaîtra. Je me suis penchée et j'ai lu la page de garde. Procuration irrévocable et transfert de droits fiduciaires. Le contenu était si effronté que j'ai eu envie de rire. Il exigeait que je reconnaisse que la maison de 750 000 € était un bien de la famille paternelle et que j'accorde à Henri l'autorité absolue pour gérer, vendre ou utiliser la propriété comme garantie tant que Jean serait incapable. En bref, il voulait que je signe un chèque en blanc pour qu'il puisse me voler ma maison. J'ai levé les yeux et j'ai demandé lentement. « Et si je ne signe pas ?» Thomas, appuyé contre le bar, a laissé échapper un petit rire. Il a sorti de sa poche un tas de photographies brillantes et les a jetées sur la table. Elles se sont étalées devant moi. L'une était de Chloé sortant de la crèche avec sa petite bouteille d'eau. Une autre était de ma mère choisissant des légumes au supermarché. Une troisième était de moi endormie sur une chaise à l'hôpital, la veste glissant de mes épaules, complètement défaite. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Thomas s'est approché, s'est penché et a murmuré d'une voix basse et venimeuse. « Si je peux te faire suivre, n'importe qui peut t'atteindre. Si tu continues à résister, un jour tu sortiras vers ta voiture et tu ne sauras pas qui est derrière toi. » J'ai regardé Martine. J'ai attendu qu'elle arrête son fils, qu'elle dise un seul mot de réprimande. Rien. Elle est restée assise, le visage froid comme une pierre, et a dit
Une femme doit apprendre à avoir peur pour savoir obéir. Cette phrase a éteint la dernière étincelle d'empathie qu'il me restait pour cette famille. J'ai sorti mon iPhone de ma poche, j'ai monté le volume au maximum et j'ai appuyé sur lecture. Les voix de Thomas, Isabelle et Martine de mes enregistrements cachés des derniers jours ont résonné avec une clarté absolue dans la salle à manger, depuis leur plan d'utiliser la fausse évaluation psychologique jusqu'au murmure ivre de Thomas. Tant que Jean reste un légume, tôt ou tard un juge nous donnera la maison. Chaque mot, résonnant sous le regard vigilant de leur portrait de famille, était un coup de massue contre leur fausse moralité. La pièce est devenue absolument silencieuse. Les parents qui venaient de m'insulter se sont regardés, le visage tombant de choc. Henri est resté rigide sur sa chaise. Thomas est devenu pâle et s'est précipité pour m'arracher le téléphone, mais j'ai reculé d'un pas. J'ai regardé Martine droit dans les yeux. Ma voix n'était pas forte, mais elle a traversé la pièce comme un couteau. Êtes-vous inquiète pour votre fils ou êtes-vous en train de vous partager son héritage avant que le moniteur ne marque une ligne plate? Martine a sauté de sa chaise. Sa main a tracé un arc violent et une gifle brûlante m'a frappé le visage devant tout le monde. Toute la salle a eu un hoquet de surprise. Ma joue brûlait et mon oreille bourdonnait. Mais je n'ai pas versé une seule larme. J'ai lentement tourné la tête vers elle et je l'ai regardée. Je garderai aussi cette gifle pour le rapport de police. À cette précise seconde, la sonnette a retenti avec force. Isabelle a couru ouvrir et s'est figée. Maître Laurent est entré, flanqué de 2 policiers en uniforme. Il m'a regardé, et son visage s'est assombri en voyant la marque rouge sur ma joue. J'ai reçu un signal d'urgence de ma cliente. Nous avons des rapports de contrainte physique pour signer des documents légaux, d'extorsion et de menaces de préjudice physique. L'atmosphère de la pièce a implosé. Les personnes qui prêchaient la morale un instant plus tôt ont complètement fermé la bouche. Thomas a reculé vers une porte latérale, le visage blanc comme un linge. Son téléphone a commencé à vibrer frénétiquement dans sa poche. Il a répondu, les mains tremblantes. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit, mais je l'ai entendu balbutier. Donnez-moi juste quelques jours de plus. Je suis en train de liquider une maison. Puis sa voix s'est brisée en pure panique. Ne me touchez pas. Je trouverai l'argent. Je le jure. Non. Il a raccroché. Il a regardé autour de lui comme un animal piégé et s'est soudainement enfui par la porte arrière, fuyant sa propre maison. Son téléphone est tombé au sol. L'écran était toujours allumé, affichant un dernier message. Si nous n'avons pas l'argent ce soir, nous prenons un doigt. Après le chaos chez mes beaux-parents, je n'y ai plus jamais mis les pieds. J'ai délégué toute communication légale à Maître Laurent. Je suis retournée à l'hôpital, à ma veillée silencieuse devant la chambre de Jean. Les jours se sont mélangés entre le bourdonnement des respirateurs, l'odeur d'eau de javel et mes regards désespérés à travers la vitre vers l'homme que j'aimais, immobile, comme s'il était piégé dans un cauchemar sans fin. Le 41e jour après l'opération, le docteur Dubois m'a finalement autorisé à amener Chloé voir son père pendant quelques minutes. Jusqu'alors, je lui avais caché la réalité, lui disant seulement que papa faisait une longue sieste pour réparer sa tête. Mais les enfants sont incroyablement perspicaces. Elle ne posait pas beaucoup de questions, mais chaque nuit, elle serrait l'ours en peluche que Jean lui avait acheté et murmurait « Papa, rentre vite à la maison ». Ce jour-là, en voyant son père entouré de tubes et de câbles, Chloé a éclaté en sanglots. Elle avait peur de le toucher. Elle est seulement restée près du lit, ses petites mains agrippant son petit doigt. « Papa, c'est moi ton trésor, réveille-toi. Tu as promis que nous irions faire voler un cerf-volant. » Sa voix s'est brisée. Chaque mot innocent était un poignard dans ma poitrine. Je me suis retournée pour sécher mes yeux, mais juste au moment où Chloé a posé sa joue humide contre la main de Jean, j'ai vu ses doigts se courber légèrement, très doucement, mais cette fois, ce n'était pas mon imagination. Chloé l'a senti aussi. Elle a levé les yeux grands ouverts. « Maman, papa m'a serré la main. » J'ai pratiquement couru jusqu'au poste des infirmières. Le docteur Dubois et l'infirmière en chef sont entrés en toute hâte, ont vérifié ses pupilles, ont testé ses réflexes et ont prononcé son nom à voix haute. Le visage du docteur, Dubois, normalement si réservé, s'est illuminé d'une véritable étincelle d'espoir. Après avoir vérifié le moniteur de l'EEG, il s'est tourné vers moi. C'est un indicateur positif énorme. Le cerveau de Jean commence à traiter les stimuli. Nous ne pouvons pas encore garantir un délai pour qu'il se réveille complètement, mais cette réponse neurologique est bien meilleure que ce que nous avions prévu. Je suis restée immobile une seconde, puis je me suis effondrée en sanglots. Ce n'étaient pas les pleurs désespérés et étouffants des premiers jours, mais les larmes de quelqu'un qui avait été piégé dans une grotte et qui voyait enfin une fissure de lumière. Je suis tombée à genoux
et j'ai serré Chloé dans mes bras. Elle pleurait aussi, mais entre les sanglots, elle répétait « Papa m'a entendu. Maman, il va revenir, n'est-ce pas ?» La nouvelle que Jean montrait des signes de rétablissement est parvenue à mes beaux-parents avec une rapidité alarmante. Ce soir-là, Martine est apparue sans prévenir avec un thermos de soupe chaude. Elle portait une robe sombre, les cheveux soigneusement coiffés, essayant de projeter l'image d'une mère affligée et dévouée. Dès qu'elle m'a vue, elle a séché ses yeux secs avec un mouchoir. J'ai apporté de la soupe pour Jean. Quoi qu'il arrive, c'est mon fils. Tu ne peux pas m'empêcher légalement de le voir. Je l'ai regardé longuement. Après tout ce qui s'était passé, ses larmes ne m'émouvaient pas d'un centimètre. Mais comme Jean montrait enfin des signes d'amélioration, je n'ai pas voulu provoquer une dispute à grands cris en USI. Je me suis écartée, activant instinctivement l'enregistrement sur mon téléphone. Martine est entrée, a posé le thermos sur le plateau et s'est assise à côté de Jean. Au début, elle a pleuré en l'appelant par son nom avec une grande douleur. Mais dès que l'infirmière de ronde est sortie, sa voix a baissé d'une octave, devenant venimeuse et froide. « Si tu te réveilles, souviens-toi de récupérer cette maison pour ta mère. Ne laisse pas ta femme te manipuler à nouveau. La richesse de la famille ne peut pas rester entre les mains d'une petite fille et de sa grand-mère. » De la porte, j'ai entendu chaque mot et mes mains sont devenues glaciales. Son fils était là, allongé, montrant les premiers et fragiles signes de vie, et la première chose qu'elle lui exigeait était la propriété. Je ne l'ai pas interrompu. Je voulais tout enregistrer. Je voulais que Jean, s'il se réveillait vraiment, sache exactement ce qu'on lui avait murmuré à son chevet d'hôpital. Pendant que Martine jouait la martyre souffrante, Thomas n'apparaissait nulle part. Mais vers 20 et 1 heure, alors que je descendais au parking pour sortir du coffre un sac de vêtements propres, il est soudainement sorti de derrière une colonne de ciment. Il avait l'air terrifiant, les joues creuses, une barbe d'1 semaine et les yeux complètement injectés de sang. Dès qu'il m'a vu, il a couru vers moi, toute son ancienne arrogance disparue, et est tombé à genoux sur le ciment sale. « Amélie, je t'en supplie, vends la maison et sauve-moi. J'ai juste besoin de 400 000 euros. Je te jure devant Dieu que je te le rendrai dès que je pourrai. » J'ai reculé d'un pas, regardant l'homme qui m'avait harcelé et avait menacé ma fille, maintenant rampant à mes pieds. Mais je n'ai ressenti aucune pitié, seulement de la peur. Un animal acculé est capable de tout. J'ai parlé avec une clarté absolue. La maison n'est pas à mon nom et même si elle l'était, je ne vendrai pas le toit au-dessus de la tête de ma fille pour payer les dettes que tu as accumulées avec les paris sportifs et les prêteurs sur gage. Thomas a relevé la tête brusquement. La supplication a disparu de ses yeux, remplacée instantanément par sa malice habituelle. Il s'est relevé, a épousseté ses genoux et a esquissé un sourire tordu. « Tu crois que quand Jean se réveillera, il va te croire ? J'ai juste à lui dire que tu as conspiré avec le notaire et les médecins pour falsifier sa signature pendant qu'il était hors de lui. » Il a sorti son téléphone et m'a mis une vidéo sous le nez. C'était des images de sécurité de la chambre d'hôpital, le jour où nous avons signé les papiers de la fiducie, mais elles étaient très manipulées. Ils avaient coupé le son de Jean, expliquant ses raisons, et avaient supprimé le médecin vérifiant ses constantes, ne laissant que l'image de moi debout au-dessus d'un homme malade avec un stylo et un tas de documents légaux, donnant l'impression que je le forçais à signer sa vie. Thomas a approché l'écran de plus près en riant d'une voix rauque. « Quand je diffuserai ça sur Facebook et aux informations locales, tu seras la femme psychopathe qui a attendu que son mari soit en état de mort cérébrale pour lui voler son argent. On verra qui le juge croira. » J'ai serré mon sac, forçant mon visage à rester complètement inexpressif. « Publie-le si tu veux. J'ai l'original non édité certifié par un notaire et un neurochirurgien. » Thomas a grincé des dents et s'est mis dans mon espace personnel. « Ton original ne deviendra pas viral aussi vite que ma merde. » Il s'est retourné et est parti, me laissant seul dans le parking glacial. C'est alors que j'ai compris qu'il était complètement déraisonnable. Quelqu'un d'aussi désespéré ne s'arrêterait pas à la publication d'une fausse vidéo. Cette nuit-là, vers 23 heures, alors que je retournais à l'aile de Lucie, toutes les lumières du couloir ont clignoté. Les dures ampoules fluorescentes ont bourdonné, ont vacillé rapidement, puis se sont éteintes complètement. Tout l'étage a été plongé dans une obscurité absolue pendant quelques secondes terrifiantes. Instantanément, les générateurs de secours se sont activés, mais en même temps, les alarmes de la chambre de Jean ont commencé à sonner avec un code assourdissant sur son moniteur. Sa fréquence cardiaque s'emballait de manière chaotique. Médecins et infirmières ont couru dans le couloir avec des chariots d'urgence. Je me suis figée à la porte, m'agrippant à la vitre, criant le nom de Jean encore et encore. Au milieu du chaos, j'ai vu une silhouette vêtue de noir se faufiler par les portes de l'escalier de secours au fond du couloir.
J'ai voulu la poursuivre, mais le médecin, criant d'amener un défibrillateur, m'a cloué sur place. Mon mari était en train de s'effondrer. Je ne pouvais pas le laisser. 15 minutes angoissantes plus tard, les constantes de Jean se sont stabilisées. Je me suis effondrée sur une chaise en plastique, trempée de sueur froide. À ce moment-là, une jeune infirmière de l'étage s'est approchée de moi. Elle a regardé nerveusement autour d'elle, puis a discrètement glissé une petite clé USB dans ma paume. Ses mains tremblaient. Elle s'est penchée et m'a murmuré à l'oreille. « Faites très attention. Quelqu'un paie très bien pour s'assurer que Monsieur Jean ne se réveille jamais. » J'ai refermé la main sur la clé USB. Elle était petite et froide, mais je savais qu'elle pouvait contenir la vérité la plus horrible de toutes et l'arme dont j'avais besoin pour détruire mes ennemis une fois pour toutes. Je n'ai pas osé brancher la clé USB à l'hôpital. Après ce que l'infirmière avait dit, j'avais l'impression que chaque caméra, chaque ombre, chaque médecin qui passait m'observait. Je l'ai mise dans la poche zippée de mon sac et j'ai essayé de garder un visage sérieux. Même si mon cœur battait si fort que je pensais que la personne à côté de moi pouvait l'entendre. J'ai pris l'ascenseur et je suis allée directement à ma voiture. Le parking était presque vide sous les lumières jaunâtres et maladives. J'ai verrouillé les portes, j'ai baissé les pare-soleils et j'ai allumé le petit ordinateur portable que Maître Laurent m'avait dit de garder à portée de main. Quand j'ai branché la clé, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Un dossier sans nom est apparu à l'écran. À l'intérieur, il y avait plusieurs fichiers vidéo et audio. J'ai cliqué sur le premier. C'était un enregistrement de sécurité non édité d'une caméra interne de l'hôpital, filmant l'aile de l'USI. L'horodatage correspondait à la nuit où j'avais surpris Thomas entrant en cachette dans la chambre de Jean. J'ai retenu ma respiration. Comme je m'en souvenais, Thomas, avec sa casquette et son masque, marchait rapidement vers la porte de Jean. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est de voir une autre personne marcher juste derrière lui en blouse blanche. L'homme gardait la tête basse, mais quand il a tourné son profil vers la caméra, je l'ai reconnu instantanément. C'était l'interne en chirurgie qui avait assisté le docteur Dubois. Ils se sont arrêtés juste devant la porte de Jean. Thomas a regardé autour de lui, puis a sorti une grosse enveloppe Kraft de sa veste. Le médecin l'a rapidement saisie et l'a mise dans la poche de poitrine de sa blouse. J'ai zoomé, sentant chaque muscle de mon visage se tendre. Ce n'était plus seulement un soupçon, il y avait eu un paiement en espèces. Un médecin avait été acheté juste devant la chambre où mon mari gisait sans défense. J'ai cliqué sur l'un des fichiers audio. Au début, il n'y avait que du bruit parasite, puis la voix pressée et rauque de Thomas. « Je n'ai pas besoin que tu le débranches, mec. J'ai juste besoin que tu maintiennes mon frère. J'ai besoin de quelques mois de plus. Il n'a pas à mourir tout de suite. » J'ai eu la chair de poule. Une voix masculine a répondu. Celle du médecin. « Je t'ai dit que je ne peux que manipuler ces fenêtres de récupération, ajuster les sédatifs, retoucher les rapports, ignorer les pics mineurs. Il y a des limites. Si son cerveau s'enflamme et qu'il fait un AVC, ce sera ton problème. » Le téléphone m'a glissé des mains et est tombé sur le siège passager. Je me suis couvert la bouche tandis que les larmes coulaient sur mon visage en complet silence. Il s'est avéré que les fois où les constantes de Jean avaient chuté mystérieusement, les fois où il avait montré des signes de réveil pour ensuite retomber, n'avait pas été simplement le cours naturel de la tumeur. Quelqu'un le maintenait chimiquement comme otage dans l'obscurité. Mon mari menait une guerre pour se réveiller et son propre sang finançait son coma. Je pensais avoir vu le fond absolu de la dépravation de cette famille, mais le dernier fichier m'a complètement anéanti. C'était un appel téléphonique enregistré. Dès que j'ai appuyé sur lecture, j'ai entendu la voix de Martine. Sans pleurs, sans douleur, sans rien qui ressemble à une mère inquiète. Son ton était tranchant et clinique. « La maison doit aller à Thomas. Il est l'héritier mâle. C'est lui qui porte le nom de la famille. Si Jean se réveille, nous devons lui faire croire qu'Amélie l'a trahi. Quand il haïra sa femme, il révoquera lui-même la fiducie. » Je suis restée paralysée sur le siège du conducteur. Les mots de Martine étaient comme des poignards tournant lentement dans ma poitrine. Je savais qu'elle était avide, sexiste, égoïste et cruelle avec moi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle transformerait son propre fils mourant en un pion. À ses yeux, Jean n'était pas un fils luttant pour sa vie. C'était juste un outil pour assurer un héritage à la lignée de Thomas. J'ai continué à écouter. La voix de Thomas semblait tremblante. « Mais maman, et s'il se réveille vraiment lucide ?» Martine a répondu brusquement. « Alors nous nous assurerons qu'il se réveille noyé dans les doutes. Nous lui montrerons la vidéo d'Amélie, le forçant à signer les papiers. Nous entourerons son lit en pleurant et en lui disant qu'elle nous a volés.
Un homme qui vient de survivre à une opération au cerveau est mentalement faible. Il croira son propre sang avant de la croire elle. J'ai fermé les yeux, nauseuse. Non seulement il voulait voler la maison, mais il voulait détruire systématiquement la dernière parcelle de confiance et d'amour entre Jean et moi. Mon premier instinct a été de composer le dicept. J'ai attrapé le téléphone, mais je me suis arrêtée. J'ai d'abord appelé Maître Laurent. Il a répondu à la première sonnerie. J'ai à peine réussi à prononcer 2 phrases avant que ma voix ne se brise. Amélie, calmez-vous. Ces fichiers sont une bombe. Mais si nous les sortons maintenant sans chaîne de possession, la défense de Thomas dira que ce sont des faux, surtout venant d'une source divulguée. Pour les coincer vraiment, nous devons les attraper en train de commettre un acte clair. Alors, je suis censée les laisser continuer à le torturer? Ai-je exigé entre 2 sanglots? Non, a dit Maître Laurent fermement. La première chose est de protéger Jean. Je vais contacter immédiatement l'administrateur de l'hôpital pour changer toute son équipe médicale et mettre un garde armé à sa porte. Mais légalement, pour exposer toute la conspiration, nous avons besoin qu'il fasse un autre mouvement. Et le plus important, si Jean se réveille, il doit entendre la vérité de leur propre bouche, pas d'un enregistrement. J'ai regardé par le pare-brise l'énorme bâtiment de l'hôpital. La douleur était étouffante, mais la terreur initiale se transformait en une clarté froide et létale. Je ne pouvais plus pleurer. Je devais rester alerte pour protéger mon mari, ma fille et préserver les preuves avant qu'il n'efface les serveurs. J'étais sur le point de demander à Maître Laurent quelle était la prochaine étape quand un autre appel est entré. C'était la ligne principale de l'hôpital. J'ai changé d'appel. Une infirmière terrifiée a crié au téléphone. « Amélie, où êtes-vous » L'état de M. Jean vient de s'aggraver subitement. Montez tout de suite. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas posé de questions. J'ai raccroché, j'ai mis la clé USB dans mon soutien-gorge, et je suis sortie en courant de la voiture vers les ascenseurs. Les portes se sont ouvertes à l'étage de l'USI. J'ai couru dans le couloir si vite que mes pieds touchaient à peine le lino. Mais en arrivant à la chambre de Jean, je me suis arrêtée net. La lourde porte en verre était grande ouverte. À l'intérieur, les machines étaient toujours là. Les tubes de la perfusion pendaient inutilement sur le matelas. Les draps blancs étaient violemment emmêlés, mais le lit était vide. Je me suis agrippée au cadre de la porte, l'esprit vide. Jean était là il y a quelques minutes à peine. Je me suis tournée vers l'infirmière en chef qui était dans la chambre, la voix brisée. « Où est mon mari? Qui l'a emmené » L'infirmière était pâle, secouant la tête frénétiquement. « Je ne sais pas. Je suis allée à l'aile de la pharmacie pour retirer ses médicaments, et quand je suis revenue, il n'était plus là. » Juste derrière elle, le docteur Dubois est entré en courant dans la chambre. En voyant le lit vide, la couleur a complètement quitté son visage. Un patient dans un coma profond, fraîchement sorti de neurochirurgie, ne peut pas se lever et sortir du nu ici. Nous le savions tous. Le docteur Dubois a rapidement vérifié les lignes d'oxygène sur le mur et s'est tourné vers le personnel avec une sévérité que je ne lui avais jamais vue. Fermez toute l'aile. Que la sécurité de l'hôpital bloque toutes les sorties maintenant. S'il sort un patient dans cet état à l'extérieur, c'est une condamnation à mort assurée. En entendant les mots « condamnation à mort », mes genoux ont flanché. J'ai dû m'appuyer contre un chariot médical pour rester debout. Je ne pouvais qu'imaginer le visage immobile de Jean, ses doigts se courbant en entendant la voix de sa fille. Mais au milieu du chaos, Martine est apparue au bout du couloir. Elle n'a pas couru pour voir si son fils allait bien. Elle a marché directement vers le groupe d'infirmières, criant à plein poumon. « Mon Dieu, ma belle-fille a enlevé son propre mari. Elle cache Jean pour voler la maison. Que quelqu'un appelle la police. Elle essaie de tuer mon fils. » Ces cris ont rebondi contre les murs. Les familles des autres chambres sont sorties pour regarder. Je l'ai observée, complètement stupéfaite. En une fraction de seconde, tout le puzzle s'est assemblé. C'était un piège. Ils avaient sorti Jean en cachette et avaient organisé une performance théâtrale pour m'incriminer. Si je paniquais, si je n'avais pas la clé USB, la police et l'opinion publique me crucifieraient. Je venais de trouver les preuves. J'en savais trop. Ils avaient besoin d'une distraction catastrophique pour me faire taire et prendre le contrôle du récit. Thomas est apparu juste derrière Martine, tenant son téléphone en l'air, diffusant tout en direct. Il avait les yeux rouges, mais sa voix dégoulinait d'une fausse angoisse. « Regardez ça, les gars. Mon frère se bat pour sa vie, et ma belle-sœur psychopathe ne se soucie que d'une maison de 750 000 euros. Maintenant, mon frère a disparu de l'USI. Si ce n'est pas elle qui l'a emmené, qui était-ce » Il m'a mis la caméra au visage.
Sa douleur fabriquée m'a donné envie de vomir. En moins d'une heure, la diffusion en direct de Thomas était partout. Mon téléphone vibrait pratiquement sur la table avec des menaces de mort. On me traitait de monstre. On disait que je prélevais des organes de mon mari dans le coma. Certains menaçaient même Chloé. Je n'ai pas pu en lire plus. J'ai désactivé les notifications et j'ai appelé Maître Laurent. Ma voix tremblait si violemment que je la reconnaissais à peine. Maître Laurent, ils l'ont emmené. Ils ont emmené Jean et ils m'incriminent. Maître Laurent est resté silencieux 2 secondes avant de donner des ordres. Écoutez-moi, n'interagissez pas avec eux. La première chose est de trouver Jean. Je suis en route pour l'hôpital avec un détective. Appelez votre mère maintenant. Dites-lui d'emmener Chloé dans un endroit sûr. Désactivez tous les traceurs GPS de leur téléphone et bloquez tous les numéros que vous ne connaissez pas. Ils savaient que s'ils étaient assez fous pour voler un homme dans le coma, ils utiliseraient sans aucun doute ma fille comme monnaie d'échange. Quand Maître Laurent est arrivé avec le détective, je les ai emmenés dans un bureau tranquille, je leur ai remis la clé USB et je leur ai montré un extrait des caméras extérieures de l'hôpital que j'avais réussi à obtenir en suppliant la sécurité. Ils montraient une ambulance privée sans identification arrêtée près d'un quai de chargement secondaire. En y regardant de plus près, l'ambulance était arrivée exactement à la minute où les lumières avaient clignoté. Elle a évité les urgences et est allée directement à l'entrée des fournitures médicales. Un détail minuscule, mais suffisant pour établir une chronologie. Le détective a vérifié la plaque d'immatriculation. 20 minutes plus tard, nous avions une correspondance. L'ambulance appartenait à une entreprise privée de transport en faillite, mais avait été louée sous une société écran. Les caméras de circulation l'ont suivi sortant des limites de la ville vers une clinique de rééducation physique abandonnée qui avait été fermée pour fraude à la sécurité sociale 6 mois plus tôt. En entendant cela, je n'ai plus pu respirer. Jean, dans le coma, sans environnement stérile ni moniteurs adéquats. Chaque minute passée dans un tel endroit était un compte à rebours pour sa vie. Nous sommes partis à toute vitesse dans des voitures banalisées. La clinique était au bout d'une impasse, l'enseigne écaillée et le parking envahi par les mauvaises herbes. Quand la police a défoncé la porte, l'odeur de moisissure et d'eau de javel ancienne nous a frappés. Au centre d'une pièce remplie de débris, il y avait des compresses usagées, une bouteille d'oxygène portable vide et une blouse d'hôpital à rayures que j'ai reconnue instantanément. C'était celle de Jean. Je l'ai ramassée, les mains tremblant violemment. Elle sentait encore l'USI. Avant que je puisse même sangloter, un détective a crié. Sur le mur en plâtre, écrit au rouge à lèvres rouge vif, il y avait un message. Si tu veux que ton mari continue de respirer, apporte l'acte de propriété de la maison. Je suis restée à regarder le mur, glacé jusqu'à la moelle. Celui qui l'avait écrit savait que la maison était l'appât ultime, et je savais que Thomas, acculé par les prêteurs sur gage, n'avait absolument plus rien à perdre. Juste à ce moment, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Je l'ai mis sur haut-parleur quand le détective m'a fait signe de le faire. La voix de Thomas semblait rauque et frénétique. Viens seul à l'ancien abattoir près de la rivière. Apporte les documents de la fiducie. Si je vois une seule voiture de police, ton mari n'aura plus besoin d'un respirateur. J'ai forcé ma voix à rester ferme. Thomas, tu es en train de mener ton propre frère à la tombe. Arrête! Il a ri. Un son maniaque et terrifié. Que mon frère vive ou meure ce soir dépend de toi. Ne me déçois pas. Apporte juste les papiers. L'appel s'est coupé. La pièce abandonnée est devenue silencieuse. J'ai regardé Maître Laurent, puis j'ai baissé les yeux vers la blouse d'hôpital que je tenais dans mes mains. La terreur était toujours là, mais sous elle, une rage froide et inébranlable a éclaté. J'ai serré le téléphone et j'ai dit, mot pour mot, « Ce soir, je ne vais pas seulement sauver mon mari, je vais exposer tout ce nid de vipères. » L'ancien abattoir se trouvait au bout d'un chemin de gravier près de la rivière, à des kilomètres du lotissement le plus proche. Cette nuit-là, il pleuvait à verse. L'eau frappait mon pare-brise comme si elle essayait d'effacer le monde. Entourée de bâtiments en tôle ondulée rouillée et de lampadaires clignotants, la zone industrielle désolée ressemblait à un énorme piège en acier sur le point de se refermer sur moi. Je me suis garée à quelques centaines de mètres et je suis restée silencieuse quelques secondes pour reprendre mon souffle. À travers la minuscule oreillette cachée sous mes cheveux, la voix de Maître Laurent a murmuré « Amélie, restez calme. Le traceur GPS est actif. Votre audio est transmis directement au centre de commandement de la police. Vous avez juste à gagner du temps. Ne provoquez pas Thomas. » J'ai touché le gros manteau d'hiver que je portais. Un microtransmetteur était fixé à l'intérieur du revers.
Je savais que je marchais vers un cauchemar, mais je n'avais pas le choix. Jean était là, dedans. La lourde porte roulante de l'entrepôt était entr'ouverte. Le vent hurlait par la fente, créant un sifflement qui glaçait les os. Je me suis glissée à l'intérieur. L'odeur de rouille, de béton humide et de décomposition m'a pris à la gorge. L'obscurité était presque absolue, à l'exception d'une seule ampoule de chantier jaune suspendue à une poutre, se reflétant dans les flaques d'eau au sol. Et puis je l'ai vu. Jean était allongé sur un brancard rouillé à roulettes, connecté à une petite bouteille d'oxygène portable. Son visage était gris, ses lèvres gercées, sa poitrine se soulevait et s'abaissait si faiblement que sans le léger sifflement de l'oxygène, j'aurais pensé que j'étais arrivé trop tard. J'ai arrêté de respirer, paralysé. « Jean !» ai-je murmuré, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Thomas faisait les 100 pas à côté du brancard, agrippant son téléphone, les yeux hagards et injectés de sang. Il semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine. Sa chemise était trempée de pluie et de sueur. Quand il m'a vu entrer dans la lumière, il a crié « Halte là ! Ne fais pas un pas de plus. » J'ai levé les mains, luttant pour garder une voix stable. « Je suis là. Dis-moi ce que tu veux, mais laisse-moi vérifier Jean d'abord. » Thomas a laissé échapper un rire amer et brisé. « Tu joues toujours à la femme dévouée. Signe les documents de transfert maintenant. J'ai besoin que l'argent soit disponible ce soir. » Je l'ai regardé et j'ai dit lentement. La maison est dans une fiducie contrôlée par ma mère. Légalement, je ne peux pas te la transférer. C'était comme jeter de l'huile sur le feu. Thomas s'est précipité sur moi et m'a attrapé le poignet si fort que j'ai poussé un cri de douleur. Il a serré les dents, son haleine chargée d'alcool me frappant le visage. « Alors, appelle ta mère, fais-la venir ici. Ne me teste pas, Amélie. Je n'ai littéralement rien à perdre. » Je me suis forcée à ne pas reculer, terrifiée à l'idée que s'il perdait le contrôle, il arrache l'oxygène de Jean. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Thomas, tu peux encore t'en sortir ?» ramène Jean dans une ambulance. « Je ferai en sorte que mon avocat négocie avec tes prêteurs. Mais si Jean meurt, non seulement tu finiras ruiné, mais tu iras en prison pour meurtre. » Il a ri, mais cela ressemblait à un sanglot. « Quelle vie! Ma famille m'a laissé tomber. Mon frère est un légume. Tout ça, c'est de ta faute. » Un bruit de traînée a résonné d'une bâche verte. Je me suis retournée brusquement. Martine est sortie de l'ombre. Elle ne semblait ni effrayée ni contrainte. Elle tenait un imperméable soigneusement plié. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son visage était effroyablement stoïque. À cet instant, j'ai compris qu'elle n'était pas une spectatrice entraînée dans le désastre de son fils. Elle en était l'architecte. Elle m'a regardée de haut en bas et a dit calmement « Amélie, si tu es intelligente, tu remettras le patrimoine. Si Jean se réveille maintenant, il ne fera que souffrir. Il a trahi sa propre mère et son frère pour toi. De cette façon, au moins, il cesse d'être un fardeau pour la famille. » Je suis restée glacée. J'avais entendu les enregistrements, mais l'entendre le dire en personne, avec Jean mourant activement à moins d'1 mètre d'elle, m'a arrêté le cœur. « Vous parlez de votre propre fils ?» ai-je demandé, les mots m'étouffant la gorge. Martine a souri avec mépris. « Le devoir d'un fils est d'obéir à sa mère. Il a pris ton parti pour cacher ses biens. Il l'a cherché lui-même. » Thomas, tremblant, a perdu patience. « Maman, tais-toi et fais-la signer. C'est toi qui m'as dit de le sortir de l'USI pour la forcer. Maintenant qu'elle est là, finissons-en. » L'air de l'entrepôt est devenu glacial. À travers l'oreillette, j'ai entendu Maître Laurent retenir sa respiration. Thomas venait de tout avouer. Martine avait ordonné l'enlèvement. J'ai ravalé ma rage et j'ai continué à gagner du temps. « Pourquoi détestes-tu autant Chloé ? C'est ta propre petite fille. » Martine a eu une grimace. « À quoi sert une fille ? Quand elle grandira, elle changera de nom et partira. Cette famille a besoin d'un héritier mâle. Thomas a besoin de capital pour survivre. Nous n'avons pas besoin que vous deux vous accrochiez à notre héritage comme des parasites. » Je suis restée complètement immobile, tremblante, non pas de peur, mais d'adrénaline. Chaque mot était transmis directement à la police. Je savais que l'équipe tactique se préparait à l'extérieur, mais avant qu'ils ne puissent entrer, le crissement des pneus a résonné à l'extérieur et la porte métallique de l'entrepôt a été enfoncée d'un coup de pied. 3 hommes énormes en sweat à capuche noire trempée sont entrés, portant des battes de baseball. Le type de devant a pointé une batte directement sur Thomas. « Où est notre argent, Thomas ?» Thomas est devenu blanc comme un linge et a reculé maladroitement. « Donnez-moi une nuit de plus. La maison est en cours de transfert maintenant.
Il n'a pas terminé sa phrase. Le type lui a fracassé la batte dans les côtes, le projetant sur le ciment avec un craquement répugnant. Tout a éclaté en chaos. Martine a crié. Je me suis jetée vers le brancard de Jean. Un des prêteurs a accidentellement heurté la bouteille d'oxygène portable. Elle s'est renversée et a roulé loin, arrachant la canule nasale du visage de Jean. Jean a convulsé faiblement, cherchant de l'air. Mon sang s'est glacé. Je me suis jetée sur son corps, le protégeant, agrippant le tube d'oxygène et criant de toutes mes forces. « Prenez ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mon mari. » Soudain, les sirènes de police ont percé la tempête à l'extérieur. Des lumières rouges et bleues ont clignoté par les fenêtres de l'entrepôt. Les prêteurs ont couru vers la sortie arrière, mais des policiers lourdement armés ont inondé le bâtiment. Thomas gisait en gémissant sur le sol. Martine restait complètement paralysée. Je les ai tous ignorés, ne regardant que Jean. Je lui ai remis l'oxygène au visage, j'ai pris sa joue dans ma main et j'ai sangloté son nom. « Jean, tu m'entends? Tiens bon, je suis là. » À cette précise milliseconde, ses cils ont tremblé. Ses yeux se sont entr'ouverts sous la dure lumière jaune. Ses lèvres ont tremblé et un son si faible qu'il a presque été englouti par la pluie et la sirène s'est échappée de sa bouche. Mais je l'ai entendu plus clairement que tout au monde. Amélie. Le hurlement des sirènes de police a déchiré la nuit pluvieuse. En quelques minutes, les prêteurs ont été maîtrisés et menottés. Thomas, immobilisé au sol par 2 agents, le visage tuméfié et enflé, balbutiait des incohérences. Martine restait complètement figée près de la bâche, regardant Jean non pas comme une mère qui avait failli perdre son fils, mais comme une joueuse qui venait de perdre sa dernière mise. Je n'avais pas d'énergie pour les regarder. Toute mon attention était portée sur Jean. Après ce faible murmure dans l'entrepôt, il est retombé inconscient. Les ambulanciers qui sont entrés avec la police m'ont écarté, l'ont intubé sur place et ont ordonné un transfert médical immédiat à l'hôpital. Pendant qu'il poussait le brancard sous la pluie, j'ai couru à ses côtés, agrippant la barrière métallique d'une main et ses doigts glacés de l'autre. Je n'arrêtais pas de répéter son nom, terrifié que si je cessais de parler, le silence le ramènerait à jamais dans l'obscurité. Cette nuit-là, ils ont emmené Jean directement aux urgences. Le docteur Dubois l'attendait déjà en tenue de bloc. En voyant l'état de Jean, son visage s'est assombri et il a fermé les portes battantes derrière le brancard. Les portes se sont fermées devant moi, comme le jour de son opération au cerveau, sauf que cette fois, je ressentais une nouvelle terreur étouffante. La terreur que son murmure dans l'entrepôt n'ait été qu'un dernier et fugace sursaut d'adrénaline avant la fin. Je me suis effondré sur une chaise de la salle d'attente, trempé, tremblant de manière incontrôlable. Maître Laurent a mis son manteau sec sur mes épaules, mais je ne sentais pas la chaleur. Je ne faisais que regarder les portes des urgences, mon esprit rejouant en boucle la bouteille d'oxygène qui roulait, le bip du moniteur, les yeux de Jean s'ouvrant sous cette ampoule jaunâtre. Si j'étais arrivé une minute plus tard, si la police avait été retardée par la tempête, je n'aurais pu être plus jamais entendu son nom. Les heures ont passé lentement. Dehors, le ciel a commencé à se teinter d'un violet meurtri avec l'aube, quand le docteur Dubois est enfin sorti. Je me suis levé d'un bond, trébuchant presque sur mes propres pieds engourdis. Il a baissé son masque. Il semblait épuisé jusqu'à la moelle, mais ses yeux étaient plus doux. Jean est hors de danger. L'hypoxie l'a mis dans un état critique, mais les secours sont intervenus juste à temps. Ses constantes se stabilisent, mais le plus important est que ses scanners cérébraux montrent une activité neurologique robuste et organisée. Je me suis couvert le visage de mes 2 mains et je me suis effondré, non pas par faiblesse, mais par le pur soulagement de pouvoir enfin m'accrocher à lui. Le docteur Dubois a ajouté avec délicatesse que le processus de réveil serait extrêmement difficile. Il y aurait des moments de confusion extrême, de graves retards moteurs et des problèmes d'élocution, mais le fait qu'il réponde neurologiquement n'était rien de moins qu'un miracle. J'ai hoché la tête frénétiquement. Tant qu'il y a une chance, je peux attendre. Le 64e jour après son opération, Jean s'est enfin vraiment réveillé. C'était en milieu de matinée. J'étais assise près de son lit, lui lisant une carte que Chloé avait faite avec ses crayons de couleur maladroit. Juste au moment où j'ai lu la phrase « Papa, s'il te plaît, rentre à la maison pour que je n'ai plus à dormir avec ton oreiller », ses doigts ont bougé. Cette fois, ce n'était pas un réflexe. Il a lentement ouvert les yeux, a cligné des yeux vers les dalles acoustiques du plafond, puis a tourné la tête très délibérément vers moi. J'ai retenu ma respiration. Ses lèvres se sont séparées, et un son rauque et rugueux a réussi à sortir. J'ai éclaté en sanglots, me penchant sur le lit et lui saisissant les 2 mains. « Je suis là, Jean. Je suis là. Tu t'es réveillé.
tu es revenu vers nous. Il m'a regardé longuement. Ses yeux, bien que brouillés par le traumatisme et les médicaments, étaient sans aucun doute ceux de l'homme que j'avais épousé. Il pouvait à peine bouger ou parler, mais sa mémoire était complètement intacte. Tremblante, je lui ai donné les nouvelles les plus importantes. J'ai commencé par la maison. Je lui ai dit que j'avais tenu ma promesse, que j'avais légalement transféré l'acte de propriété à une fiducie gérée par ma mère avant qu'il ne perde connaissance et que la maison était en sécurité. En entendant cela, ses yeux se sont remplis de larmes. Il a réussi à lever un doigt lourd pour caresser mes phalanges et a dit d'une voix brisée 2 mots. « Tu as bien fait. » Avec seulement ces 3 mots, les semaines d'humiliation publique, les faux rapports des services de protection de l'enfance, les menaces physiques, tout s'est évaporé. J'ai appuyé mon front contre le matelas et j'ai pleuré comme une enfant. La nouvelle que Jean s'était réveillé a secoué tout le système. En raison de l'enquête active pour enlèvement et extorsion, Martine n'était légalement pas autorisée à s'approcher à moins de 150 mètres de lui. Mais sous la stricte supervision du parquet, une visite supervisée lui a été accordée. Dès qu'elle est entrée, elle s'est jetée à genoux près de son lit, sanglotant hystériquement. « Mon enfant, mon pauvre enfant, ta femme m'a détruite. Elle a ruiné notre famille. Elle a envoyé ton frère en cellule. Tu dois voir la vérité, Jean. » Jean l'a regardé en silence absolu pendant un long moment. Son regard ne contenait pas de colère. Il contenait une tristesse creuse et insondable. Puis, lentement, luttant pour chaque syllabe, mais avec une clarté absolue, il a dit « Maman, arrête de jouer la comédie. J'ai tout entendu. » La pièce est devenue silencieuse comme un tombeau. Martine est restée figée à genoux comme si on lui avait tiré dessus. Jean a forcé les mots, expliquant que pendant son coma, il y avait des moments où il était enfermé dans sa propre tête, incapable de bouger, mais capable d'entendre la pièce. Il l'avait entendue, elle et Thomas, comploter pour vendre la maison. Il avait entendu la phrase « S'il ne se réveille pas, ce sera plus facile ». Il avait entendu mes sanglots désespérés. Il avait entendu Chloé pleurer pour lui. Il avait entendu le bourdonnement rythmique des machines qui le maintenaient en vie. Il a murmuré, la voix brisée, que mes yeux soient fermés ne signifie pas que je ne savais pas qui se battait pour que je vive et qui payait pour me maintenir dans l'obscurité pour toujours. Henri, debout à la porte, a fait un pas en avant, sur la défensive. « Jean, c'est ta mère. Ne lui manque pas de respect parce que ta femme t'a lavé le cerveau. » Jean a lentement tourné la tête vers son père. Son visage était pâle, mais sa voix est devenue d'acier. Manquer de respect, c'est laisser ma mère mettre un prix sur ma vie pour voler ma femme et ma fille et avoir encore le culot de se dire une famille. Cette phrase leur a arraché leur dernière défense. Quand ils ont amené Thomas pour une confrontation supervisée, voir son frère réveillé l'a brisé. Il a paniqué et a supplié. « Frère, la dette m'a rendu fou. Je n'ai jamais voulu que tu meures. » Jean l'a regardé avec une intensité glaciale qui m'a même fait frissonner. « Tes dettes de jeu ne sont pas une excuse pour mettre un prix sur ma vie. » Il a demandé à Maître Laurent de présenter officiellement chaque preuve au procureur de la République. Les enregistrements audio, les images de la caméra cachée du médecin soudoyé, les dossiers médicaux et les documents originaux de la fiducie notariée. En entendant cela, Martine s'est effondrée au sol en pleurant, mais Jean n'a pas bougé. Il m'a serré la main, et devant ses parents, l'avocat et la police, il a dit « À partir d'aujourd'hui, Amélie et Chloé sont ma seule famille. Les personnes qui me voulaient mort pour se partager mes biens, je les enverrai exactement là où elles appartiennent. » 3 jours plus tard, quand Jean a été plus stable, Maître Laurent a organisé une déclaration formelle dans une salle de conférence de l'hôpital. Il a dit que tout devait être clairement exposé avec toutes les preuves sur la table pour finaliser les ordonnances de protection et les accusations pénales. Ce matin-là, ils ont amené Jean en fauteuil roulant dans la salle. Il était fragile, mais ses yeux brûlaient d'une clarté féroce. Je suis restée juste à côté de son épaule. De l'autre côté de la table se trouvaient ses parents, les inspecteurs de police, les administrateurs de l'hôpital, le docteur Dubois et le procureur. Martine a commencé à pleurer dès qu'elle s'est assise. Je suis sa mère. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est Amélie. Elle a acheté le notaire et le médecin. Elle a monté mon fils contre moi pour voler la maison. Maître Laurent s'est levé et a présenté méticuleusement les documents un par un. D'abord, le transfert original de l'acte de propriété avec la signature de Jean, soutenu par la déclaration de compétence du docteur Dubois, et la vidéo non montée de la déclaration volontaire de Jean. Quand Martine a crié qu'il était drogué, le docteur Dubois l'a démoli avec les dossiers toxicologiques et cliniques. Ensuite,
Maître Laurent a diffusé l'audio de l'entrepôt. La voix de Martine a résonné avec force. Si Jean se réveille maintenant, il ne fera que souffrir. La salle est devenue absolument silencieuse. Le visage d'Henri est devenu gris. Les parents éloignés qui étaient venus les soutenir regardaient leurs chaussures. Martine a crié qu'elle l'avait fait pour protéger l'héritage familial. Jean, depuis son fauteuil roulant, l'a interrompu. « Non, maman, tu l'as fait par cupidité. N'utilise pas nos ancêtres comme bouclier pour tes crimes. » Martine a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Les preuves contre Thomas, le paiement à l'interne, ont été remises à la police et à l'ordre des médecins. L'interne avait déjà été licencié et sa licence lui avait été retirée. Les preuves contre Isabelle, qui avait payé des fermes de trolls pour me diffamer sur Internet, ont également été enregistrées. Et enfin, le faux rapport psychologique des services de protection de l'enfance. La directrice de la crèche a donné une déclaration sous serment sur la tentative d'enlèvement de Chloé. Ma mère, Sophie, s'est levée avec un calme terrifiant que je voyais rarement chez elle. Elle a regardé directement Martine. J'ai accepté l'acte de propriété de cette maison, non pas pour la voler, mais pour construire une forteresse autour de ma fille et de ma petite-fille, pour tenir à l'écart des monstres comme vous. Si Jean ne vous avait pas vu venir, aurait-elle un foyer où retourner aujourd'hui? Vous les auriez jetés à la rue. Silence total. Thomas, emmené menotté, a laissé tomber la tête sur la table, suppliant Jean de retirer les charges. Jean l'a regardé avec un mélange de profonde douleur et de désillusion absolue, mais sans faiblesse. Il y a des lignes qui, une fois franchies, ne peuvent jamais être effacées. Si je te pardonne, je ne ferai que t'inviter à finir le travail la prochaine fois. Non seulement tu as essayé de me tuer, mais tu as essayé de détruire ma femme et ma fille. Que le juge décide de ton sort. Thomas s'est effondré en sanglots. Martine a tenté de se jeter sur la table vers Jean, mais 2 huissiers l'ont physiquement maîtrisé et l'ont escorté dehors. La réunion était terminée. De retour dans sa chambre d'hôpital, Jean m'a tenu la main, les yeux brillants de larmes qui ne coulaient pas. Je me suis réveillée trop tard. Je t'ai laissé seule dans une zone de guerre. J'ai appuyé mon front contre ses phalanges, pleurant en silence. Tu t'es réveillée. C'est la seule chose qui compte. Pour le reste de nos vies, personne ne nous séparera plus jamais. Après ce jour, rien n'a plus jamais été pareil. Mais le poids étouffant s'est enfin levé de ma poitrine. Le système de justice pénale s'est occupé de Martine, Thomas et des complices. Pour moi, la seule chose qui comptait était de marcher aux côtés de Jean pendant sa très dure rééducation. Chaque jour était une bataille. Il a dû réapprendre à parler clairement, à se tenir debout, à tenir une fourchette. Voir l'homme qui courait autrefois dans notre jardin lutter pour faire 3 pas avec un déambulateur me brisait le cœur. Mais je ne l'ai jamais laissé me voir pleurer. La maison est restée un certain temps dans la fiducie de ma mère. C'était la décision de Jean. « Je veux que tu sois complètement intouchable », m'a-t-il dit un soir. Avant, je pensais que t'aimer suffisait. Maintenant, je sais que l'amour sans armure légale n'est qu'une vulnérabilité. Il a complètement restructuré sa planification successorale, créant des fiducies et des directives anticipées blindées pour nous protéger, Chloé et moi, de tout parent éloigné qui sortirait de nulle part. Chloé était son meilleur médicament. Chaque après-midi, elle lui apportait un nouveau dessin. Il luttait contre les tremblements de ses cordes vocales juste pour dire « C'est magnifique, mon trésor », et elle s'illuminait de fierté. Je sais que l'âme de Jean a été marquée. Après tout, c'était sa famille de sang, et il y a des trahisons que le temps ne peut jamais complètement guérir. Mais ce qui m'a le plus apporté la paix, ce n'est pas de conserver la maison de 750 000 €, c'est de savoir que j'avais sauvé mon foyer. Mon mari, qui est revenu en rampant du bord de la mort, et ma fille, qui n'aurait jamais à grandir en croyant qu'elle ne valait pas la peine d'être protégée. Je pensais qu'après tout, la haine me consumerait, mais la seule chose que j'ai ressentie était une clarté sereine et intouchable. Un week-end au début de l'automne, ils ont enfin autorisé Jean à se promener dans le jardin extérieur de l'hôpital. Il s'appuyait lourdement sur une canne et je tenais son autre bras. Ses pas étaient lents, mais il a marché plus loin qu'il n'avait réussi à le faire depuis des mois. Chloé courait en cercle autour de nous, riant et criant. « Papa gagne la course !» Il a souri, son premier sourire authentique, et léger depuis très longtemps. Chloé a couru vers lui et lui a serré les genoux. Il s'est penché, lui a caressé maladroitement les cheveux et a murmuré « Je suis vraiment désolée de t'avoir fait entendre des choses qu'une petite fille ne devrait jamais entendre. » Elle a levé les yeux avec une pure innocence et a dit « Ce n'est pas grave, papa. Tu es revelin. » J'étais à côté d'eux, les larmes me brouillant la vue,
ressentant une paix profonde que je n'avais jamais connue. Jean s'est tourné vers moi. La lumière dorée du crépuscule illuminait ses joues creuses, le faisant paraître fragile et invincible à la fois. Le jour où je t'ai dit de mettre la maison au nom de ta mère, je ne pensais qu'à vous sauver toutes les deux. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait toi qui me sauverais. J'ai secoué la tête et je lui ai serré fort la main. Je ne l'ai pas fait seul. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Tu t'es réveillé et c'est la seule chose qui compte. J'ai enfin compris que notre cauchemar avait arraché les masques de nombreuses vérités horribles. Il y a des gens qui partagent votre ADN, mais qui ne restent près de vous que pour attendre que vous saigniez pour se régaler. Et il y a des gens qui restent silencieux dans l'obscurité, soutenant le toit quand l'ouragan frappe. Ce pavillon de banlieue n'était plus seulement une propriété. Il est devenu la ligne de bataille tracée entre l'amour et la cupidité, entre la dignité humaine et le droit parasitaire. Je ne regrette pas d'avoir fait confiance à sa famille au début. Quand on se marie avec quelqu'un, on espère le meilleur. Je sais seulement qu'à partir de ce jour, je ne permettrai plus jamais à personne, sous le masque de la famille, du respect ou de la tradition, de fouler mon territoire ni de menacer ma fille. Les 64 jours de coma de Jean ont été ma propre descente personnelle aux enfers, mais je suis sortie du feu avec un mari qui a ouvert les yeux, une fille en sécurité et une leçon gravée dans les os. Parfois, qu'une personne s'endorme est exactement ce qu'il faut pour forcer toute une famille à montrer qui elle est vraiment.